Bonjour Yves, Hello Noël, bonjour, ça va? bonsoir. Bonsoir. Oups. Bon, eh bien Bonbon. voilà, bonne rupture de jeûne. Merci beaucoup. Bien, Bien, c'est l'heure. oui. Oui, on commence. Donc bonsoir à tout le monde. Oui, donc bonsoir à tout le monde. Dans le cadre des conférences gratuites offertes par ESPEC, donc aujourd'hui, ça sera comment les neurosciences ont réussi à développer les approches somatocognitives dans la prise en charge du trauma. Donc, depuis une trentaine d'années, les neurosciences ont profondément renouvelé la compréhension du fonctionnement du psychique et des mécanismes du traumatisme. Les recherches en neurobiologie du stress, en neuroplasticité et en mémoire traumatique ont mis en évidence que les traumas ne se logent pas uniquement dans le récit ou dans la cognition, mais également dans les circuits neuronaux, le système limbique et les réponses corporelles automatiques. Ces avancées scientifiques ont progressivement transformé les approches thérapeutiques en orientant la clinique vers des modèles intégratifs qui tiennent compte à la fois du cerveau, du corps et des émotions. Dans cette perspective, les nouvelles approches thérapeutiques comme l'EMDR, les thérapies somatocognitives ou encore les approches centrées sur la régulation du système nerveux cherchent à agir directement sur les mécanismes neurobiologiques impliqués dans les traumatismes. Il propose ainsi de nouvelles stratégies pour accéder aux mémoires traumatiques, restaurer la régulation émotionnelle et favoriser le processus naturel de réparation du cerveau. Lors de cette conférence, Yves Wautier-Freeman, psychothérapeute et formateur international spécialisé dans le traitement des traumas complexes et des troubles de l'attachement, explorera comment l'émergence des neurosciences a transformé la compréhension du traumatisme psychique et redéfini les pratiques thérapeutiques contemporaines. L'objectif sera de mieux comprendre comment ces avancées du- peuvent enrichir une pratique clinique des psychologues et ouvrir de nouvelles perspectives dans l'accompagnement des patients traumatisés. Yves partagera avec nous ses 25 ans d'expérience dans la prise en charge des traumas simples et complexes. La parole est à vous, Yves. Et Noël. Bien, bonsoir à tout le monde. Bonne ou très bonne rupture de jeûne. Donc merci d'être ici ce soir. Je vais essayer d'aborder avec vous un peu le sujet des neurosciences, puisque c'est un sujet qui est assez, qui est plus qu'à la mode, hein, qui est vraiment intéressant. Et donc j'ai essayé de vous faire une présentation voilà, de ça. Je vais partager un écran avec vous. Je rappelle que vous pouvez toujours poser des questions, soit via le chat, hein, donc comme ça je peux y répondre, ou alors vous levez la main. Si je ne vous vois pas, parce que comme vous êtes nombreux, il y a plusieurs écrans. Si c'est le cas, n'hésitez pas à ouvrir le micro et poser votre question, d'accord? Comme ça je sais que vous l'avez posée, ou alors vous l'écrivez tout simplement.
Comme ça, je peux vous suivre. Alors, je vais d'abord partager l'écran. Je vais d'abord aller rechercher le doc. Voilà. Partager. Bon, pensez à fermer vos micros aussi. Voilà, j'ai repéré. C'était Badia qui nous faisait une intervention. Alors, chat de groupe. Voilà, je prépare un peu tout ça, comme ça je peux vous voir. Ok. Ding, 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 ding. Ça, c'est autre chose. Voilà. Je diminue ça comme ça. Je peux repérer. Excusez-moi, je prépare juste un peu le terrain parce que sinon je ne verrai pas quand vous posez les questions. Donc je vais essayer de repérer ça. Ça doit être ici normalement. Le chat, voilà. Ok, parfait. Ça, je peux fermer. Et voilà. Et maintenant, fenêtre. Je fais comme ça. Voilà, centré. Alors, je suis presque prêt. Voilà. Vous voyez suffisamment bien? C'est assez grand. Je peux peut-être encore agrandir un petit peu comme ça. Voilà. Parfait. Donc, n'hésitez pas à écrire dans le chat hein, si vous avez des questions. Donc, je reviens au début. Voilà. Donc, les neurosciences, c'est vraiment l'évolution de l'étude du cerveau. Je me rappelle, il y a plus de 30 ans d'ici, presque 40 ans d'ici, j'avais une de mes amies qui était en neuropsychiatrie et qui commençait à utiliser le PET scan, donc c'était vraiment le scanner du cerveau, et c'était vraiment les débuts des scanners de cerveau. Et effectivement, on expliquait que c'était déjà une révolution en tant que telle, parce que ça permettait vraiment de voir les connexions neurologiques, hein, et de voir les neurones, les synapses et toute cette activité cérébrale dont on ignorait beaucoup. Euh, je rappelle aussi que depuis, on a découvert qu'on avait plusieurs types de cerveau, entre guillemets. On a notre cerveau, mais on a aussi des groupes neuronaux au niveau du cœur, au niveau de l'estomac, au niveau des intestins, par exemple. Et on sait également aujourd'hui que 80% des informations passent du corps vers le cerveau et seulement 20% du cerveau vers le corps. Quand j'étais enfant, on pensait que c'était le cerveau qui dirigeait tout. Et depuis, on sait que ce n'est pas tout à fait le cas. Alors ici, je vous ai mis une petite image du chat de Gueluc, qui est un artiste belge assez connu, avec un humour un peu déplacé, hein, ou toujours un petit peu bouleversant. Donc ici, hein, où c'est moi qui deviens complètement con, idiot, ou cet enfant rapetisse, évidemment. Hein, donc il a mis les marques sur un arbre, l'arbre pousse, évidemment aussi. Ou le même avait écrit le rire est le propre de l'homme, le savons aussi. Donc ce sont des notions qui vont venir toucher notre compréhension du monde, nos grilles de lecture du monde, et les neurosciences ont complètement révolutionné nos grilles de lecture du monde. À un moment donné, on pensait même que ça allait remplacer toutes les approches thérapeutiques, y compris les plus anciennes. Maintenant, on sait que c'est un mouvement qui nous permet de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau, des émotions et la gestion des émotions, mais que ce n'est pas nécessairement la seule approche. Ce sont des approches intégratives qui vont nous intéresser et c'est ce que je vais essayer d'un petit peu vous présenter ce soir. À nouveau, n'hésitez pas à poser vos questions. D'accord? Donc, en quoi l'émergence des neurosciences bouleverse-t-elle les approches thérapeutiques? Déjà, pour une simple raison, c'est qu'on est passé d'une compréhension psychologique, c'est vraiment orienté uniquement sur l'histoire de la personne et le sens qu'elle pouvait lui donner, donc par exemple la psychanalyse pure et dure, et les approches plus conversationnelles, à une compréhension neurobiologique. C'est-à-dire que vraiment on est orienté vers les mécanismes de survie et la régulation. Je vais mettre un petit peu plus petit parce que sinon on ne voit pas tout. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a effectivement des éléments qui ont été modifiés dans notre façon de travailler et d'imaginer les systèmes.
Alors, je me demande pourquoi je ne peux pas mettre en tout grand un mode présentateur. Voilà, ça va être mieux comme ça. Voilà, là vous devriez voir tout ça en grand. Ah oui, alors, hop là, il y a encore des personnes qui arrivent. Donc je les laisse rentrer. Voilà, donc ça c'est la première base, c'est vraiment comment nous fonctionnons. Et voilà. Donc, par rapport toujours à ces approches neurologiques, ce que ça nous a permis, c'est de passer du pourquoi au comment. C'est pas uniquement ben, qu'est-ce qui m'est arrivé, pourquoi, mais aussi comment ça se déroule, comment ça fonctionne. Et donc c'est évidemment important parce que ça peut vraiment nous permettre de mieux comprendre ce fonctionnement. Donc déjà, comprendre les réactions nerveuses. Les neurosciences, elles permettent vraiment d'analyser. Il y a encore des gens qui arrivent, donc parfois je dois m'interrompre pour aller les laisser entrer. Donc elles permettent d'analyser comment le système nerveux réagit face à différents signaux, recentrant la thérapie sur le comment après. Donc ça nous permet de mieux comprendre. Par exemple, dans les dernières adaptations et dans les dernières découvertes, indépendamment des neurosciences, on s'intéresse de plus en plus aux réflexes archaïques, aux réflexes primitifs, parce qu'on a observé qu'ils ont vraiment un impact important dans la gestion du stress, dans la gestion des traumas, et qu'ils peuvent régresser, c'est-à-dire qu'on peut vraiment reculer dans leur intégration suite à des chocs émotionnels. Et donc c'est assez intéressant évidemment de s'en occuper aussi. C'est une grille de lecture relativement neuve, mais qui, par exemple qui impacte complètement tous les TDAH. Tous les TDAH, c'est très souvent des réflexes qui vont être au centre des préoccupations et qui peuvent provoquer tous les problèmes dyscalculie, dyslexie, dyspraxie, etc. Donc on a intérêt à comprendre aussi le comment, mais le pourquoi et comment travailler sur ça. Les symptômes sont donc des formes d'adaptation, donc on observe on comprend que effectivement l'anxiété, les phobies, qui sont déjà des symptômes, sont vraiment perçus comme des réponses adaptatives de survie et non comme des faiblesses ou des défauts. C'est pas parce que le cerveau a mal évolué, non, c'est vraiment des systèmes qui cherchent à protéger notre individualité, notre individu, notre personnalité de la souffrance, en cherchant à mettre en place soit des appels au secours, soit parler plus fort. Je parle déjà très fort, donc je vais regarder si je peux augmenter le niveau du micro, mais je ne pense pas parce que toute la journée ça a très bien fonctionné. Donc voilà, juste vérifier quand même. Attendez, je sors du grand écran. Je vais juste arrêter le partage un instant. Là, j'ai coupé. Alors, est-ce que je suis bien sur le micro? Son d'origine pour le musicien. Je vais peut-être faire comme ça. Suppression du bruit. Comme ça, c'est mieux peut-être. Avec suppression de bruit, ça devrait être mieux. Et je vais vérifier. C'est bien le micro et Mac. Test. Voilà. Voilà. Donc, c'est terminé le test. Voilà. OK. Donc, ici, normalement, vous devriez vraiment entendre. Donc, alors, je rouvre le partage. Diaporama partagé et je reprends. Alors, est-ce qu'il y a encore des gens qui sont arrivés en attendant? Juste vérifier ça aussi. Non, on est bon. Parfait. Donc, ça veut dire que, pour mémoire, l'anxiété et les phobies, ce sont des mécanismes de défense. Donc, c'est ce qu'on appelle normalement le deuxième. Enfin, l'anxiété, c'est le premier niveau de dissociation. Donc, angoisse, anxiété, peur, tristesse. Et les parties, les phobies, c'est le deuxième niveau de dissociation. Ah, beaucoup mieux. OK, super. Merci, Aïcha. Donc, et le deuxième niveau de dissociation, ce sont les mécanismes de défense qui cherchent à limiter la souffrance provoquée par cette montée d'émotions difficiles qui sont une forme d'appel à l'aide. Donc, on a le trauma. Premier niveau de dissociation, c'est présence d'angoisse, d'anxiété, de peur, de tristesse, parfois la colère, mais principalement angoisse, anxiété, peur, tristesse. Deuxième niveau de dissociation, l'apparition des symptômes qui cherchent à limiter cette souffrance. Donc, ce sont les TOC, les ruminations mentales, les addictions, les phobies, les comportements excessifs. Donc, workaholique, sexaholique, sportaholique, etc.
Et le troisième niveau de dissociation, ce sont vraiment des parties contrôle qui peuvent apparaître pour chercher à limiter les effets des protecteurs, hein, donc des fameux pompiers, qui cherchent à limiter la souffrance, mais qui eux-mêmes deviennent dysfonctionnels quand ils prennent trop de place dans mon système. Et si vous vous souvenez de la précédente conférence, c'est là qu'on va retrouver des zones de vases communicants. Si je diminue un symptôme, j'en ai un autre qui prend le relais, tout simplement parce que la blessure de fond n'est pas traitée. Donc, automatiquement, le système va chercher à toujours limiter cette souffrance. Mais tant qu'on ne s'occupe pas de la blessure, bah, évidemment, on va juste travailler sur les effets secondaires, j'ai envie de dire, hein, plutôt donc sur l'apparition des angoisses ou des mécanismes d'évitement de ces angoisses. Donc, ce sont des adaptations, ce sont des réponses adaptatives, ce ne sont pas des blessures en tant que telles, c'est plutôt une réaction de notre système qui cherche à obtenir de la sécurité ou que l'on s'occupe de lui. Ça va donc nous amener aussi à comprendre l'analyse des blocages nerveux. Donc, l'analyse privilégie l'identification des blocages du système nerveux. Et donc, ça veut dire qu'on va dépasser l'interprétation traditionnelle du trauma. Alors, comment? Simplement en cherchant quelle zone va être la plus activée. Donc, c'est évidemment en général le nerf vague, le nerf vagal. Ça peut être aussi au niveau des amygdales limbiques qui sont impactées par le stress et le trauma, qui peuvent parfois, si on a eu une grossesse où il y a déjà eu beaucoup de stress, par exemple, l'amygdale ne se développe pas de la même manière, elle va être atrophiée, ce qui va générer une plus grande difficulté à gérer les émotions au fur et à mesure de la maturation du cerveau, qui est à maturité au niveau émotionnel aux alentours de 25 ans. Donc, ça laisse quand même une certaine marge. Par contre, il y a effectivement des éléments intéressants. Pardon, j'étais trop vite. C'est que on a compris du coup ce qu'on appelle le sacre de la neuroplasticité. Hein, c'est devenu un peu le mot magique. C'est pas la panacée universelle, mais effectivement, on a repéré que le cerveau est plastique. Donc, c'est pas une publicité pour le pétrole, c'est que vraiment la neurologie, elle est plastique dans le sens où elle peut s'adapter, se modifier tout au long de notre vie. Exemple, une autre croyance qui est passée à la trappe grâce à l'évolution des neurosciences, c'est qu'on pensait, quand j'avais 3, 4, 5, 6 ans, on pensait que nous avions un capital neuronal et qu'on ne faisait que perdre des neurones au fur et à mesure que nous vieillissons. On sait depuis maintenant un petit paquet d'années que c'est faux, hein, qu'on continue à générer des neurones toute notre vie et que donc effectivement on a des pertes neuronales, mais on a aussi des acquis neuronaux et on peut donc aussi développer certaines activités justement cérébrales pour faciliter la création de ces fameux neurones. Donc on peut vraiment travailler sur ce plan-là. Donc ça veut dire que cette neuroplasticité, elle va démontrer aussi que le cerveau peut se modifier tout au long de la vie et ça va nous offrir évidemment des nouvelles possibilités. Rien n'est perdu. Donc attendez, là j'étais un peu trop vite. Hop, là. Précédent, hop, voilà. Voilà. Donc, on a plusieurs façons de faire. Il y a des approches purement corporelles qui vont aider le corps à redévelopper des connexions neurologiques. On a des approches évidemment plus intellectuelles, plus cérébrales, plus mentales, etc., qui peuvent aussi nous aider. Et par exemple, la thérapie peut rentrer dans ce champ-là comme un champ d'entraînement où on va essayer, en répétant certains types d'exercices thérapeutiques, on va essayer de transformer progressivement ces connexions synaptiques et ça va rendre la thérapie beaucoup plus efficace et durable. Donc, par exemple, lorsque je travaille sur les traumas, je vais toujours inviter les gens à d'abord vérifier les réflexes archaïques de sécurité de base, réflexes de protection, réflexes de moraux, réflexes de paralysie par la peur. Et en les intégrant, on va faciliter le fait que le système vagal se stabilise et ce qui va nous permettre de mieux effacer les mémoires traumatiques par différents types de techniques qui peuvent passer par le tapping, des respirations particulières, le shaking, les tremblements. Donc, on va utiliser des approches psychocorporelles qui ont été assez démontrées ces dernières années par toute une série de grands spécialistes mondiaux du trauma, hein, comme Bessel van der Kolk, par Onno van der Hart, par exemple, Schiele, etc. Donc, ce sont Hostile, donc tous des auteurs qui ont écrit notamment sur les rapports entre le trauma et le corps. Ce sont des approches qui sont orientées corporelles également. Donc,
Le patient devient donc aussi un acteur de son changement. Ça veut dire que c'est une grosse différence où avant, on était souvent dans la thérapie avec une position qui pouvait être considérée comme haute. Mais ici, on va chercher vraiment à ce que le patient puisse participer activement et qu'il puisse s'autonomiser par rapport au thérapeute, ce qui est d'ailleurs un élément plus qu'intéressant si on veut travailler sur les traumas et les blessures d'attachement, parce que si le thérapeute devient une béquille à la place d'une autre béquille, évidemment, on n'autonomise pas le patient et on déplace simplement parfois certains types de symptômes. Donc, cette autonomisation par les exercices notamment vont aussi nous permettre de repérer là où en est le patient. Est-ce qu'il est dans cette capacité de s'occuper de lui avec bienveillance ou est-ce qu'il est encore dans une... attendez, il y a quelqu'un dans la salle d'attente. Je ne vois pas où il est. Hop, hop. Non, ok, je ne sais pas. Voilà, donc ça veut dire que on va, grâce à cette neuroplasticité, on va pouvoir accélérer les processus de désensibilisation du trauma, tout simplement parce que si le patient peut, entre les sessions, continuer à faire certains types d'exercices, il va régénérer une capacité psychocorporelle, psycho-émotionnelle, donc somatocognitive, comme disait Nawal, à mieux gérer l'environnement, le stress, et du coup, à ne plus prendre la même charge émotionnelle, et ça va nous permettre, grâce à cela, de modifier notre perception. Ça veut dire que le corps est donc devenu un élément clé du changement, et pas uniquement notre tête et notre mental. Donc, effectivement, on repère que notre corps est essentiel dans la régulation émotionnelle, comme le confirment les neurosciences au-delà de la pensée cognitive, c'est que vraiment le corps a une fonction, que ce soit à travers la respiration, que ce soit à travers la stimulation de certaines zones corporelles, les points d'acupression par exemple. Je rappelle que depuis quand j'avais démarré les thérapies il y a un peu plus de 25 ans, euh, donc, par exemple, tout ce qui touchait au tapping, on appelait aussi psychologie énergétique, mais qui sont en réalité, qui font partie des thérapies cognitivo-comportementales de troisième vague, voire de quatrième vague. Hein, on les appelle les BMSA, Bifocal Multisensory Activation. Eh bien, on observe que effectivement, on peut, depuis le moment où j'ai démarré, donc début des années 2000, on peut repérer maintenant ces points d'acupression. Hein, par imagerie, on a pu repérer les points, repérer aussi ce qu'il se passe au niveau cérébral quand on stimule ces points. Je rappelle que le docteur Peter Stapleton, en Australie, il y a déjà 5 ou 6 ans, a publié une étude vraiment super intéressante sur l'imagerie cérébrale avec la stimulation des points d'acupression, qui sont ceux qu'on utilise en EFT clinique. Et on voit les zones du cerveau qui se désactivent alors qu'elles sont activées par le manque, hein, le craving. Eh bien, on voit ces zones qui étaient activées, qui provoquent le passage à l'acte, hein, donc passage à la consommation du produit dont on est en manque. Eh bien, on évite cette consommation parce qu'on éteint le manque par la simulation des points. Ce sont des études qui ont été faites et refaites, hein, qui sont publiées. Notamment, celle dont je parle a été copubliée avec l'université Bond en Australie et le docteur Peter Stapleton. Donc, le corps est une clé fondamentale de notre changement. La régulation du nerf vague également, et ça, c'est quelque chose que l'on a commencé à mieux étudier par les études et les travaux de Stephen Porges, qui a établi la théorie polyvagale. Alors, cette théorie polyvagale n'est pas à prendre à 100%, c'est-à-dire que moi, je suis issu de l'Université libre de Bruxelles. Bien, il y a un an ou deux, une étude est sortie faite par des chercheurs de l'ULB et ont démontré qu'il y avait des éléments de la théorie polyvagale qui ne correspondaient pas tout à fait à la réalité des neurosciences, mais qu'il y avait quand même tout un champ de cette théorie qui restait valable. Effectivement, que si on régule le nerf vague par toute une série de manipulations, stimulations, etc., on peut ramener plus facilement le patient dans une zone de travail plus efficace, dans une zone de tolérance, comme on l'appelle, une fenêtre de tolérance, qui va nous permettre de désactiver effectivement les épisodes traumatiques bien plus facilement. Donc, voilà. Hop, attendez, parce que je vais regarder s'il y avait des questions. Ah, voilà. Donc, ça veut dire que ces stimulations vont être assez intéressantes. Alors, je vais vous montrer
un petit exercice, je vous invite à le faire. Je vais quitter le partage 2 secondes, ça vous me verrez mieux. Voilà, juste un instant. Donc, vous pouvez m'épingler si vous voulez, hein. Je rappelle que si vous allez sur la fenêtre où vous me voyez, en haut, à droite de la fenêtre, il doit y avoir coupé le son. Ça, non. Donc, vous avez 3 petits points. 3 petits points, si vous cliquez dessus, vous pouvez épingler. Et si vous épinglez, j'apparaîtrai en grand. Comme ça, vous me voyez, ce sera plus simple. Donc, je vais vous proposer de faire un mini-exercice qui est qui est relativement facile à faire. Euh, il sera plus facile à faire pour moi parce que j'ai plus de cheveux, mais je vous invite à les faire. Donc, vous allez simplement mettre vos pouces à la base de l'attache de l'oreille, les paumes des mains vraiment sur les tempes, et vous allez laisser glisser les pouces tout le long de l'attache de l'oreille jusqu'en bas. La paume suit sur le côté du crâne. Vous arrivez à la base du crâne, vous revenez vraiment sur le tranchant de la main, donc on est passé du plat vers le tranchant. Vous massez jusqu'à la base du cou. Et quand, voilà, d'ailleurs je vais bailler, et quand vous revenez vers l'avant, vous passez le long du cou de part et d'autre, simplement comme ceci. Et voilà, j'ai une réaction immédiate du système vagal. Ça va provoquer normalement une détente assez grande et donc ça va amener des bâillements. Vous pouvez faire 2, 3 fois ce mouvement, lentement, avec une légère pression. C'est un mouvement qui détend très fort, qui enlève le stress et qui déclenche une réponse de relaxation du nerf vague. Donc, c'est une stimulation que je vais utiliser, par exemple, avec mes patients, justement pour les aider à se détendre, mais aussi pour leur apprendre comment, ça y est, je rebaille. Voilà, pardon. Oups. Et encore une dernière fois. Voilà. Et donc, ça détend complètement le système et ce sont des mouvements qui permettent de calmer le nerf vague quand il est hyper stimulé, par exemple, à cause du stress général. Ça vaut la peine d'essayer de le faire. D'accord? Donc, voilà, c'est fait. OK, donc je repartage l'écran, comme ça, on continue. Voilà. Bien. Donc, la régulation du nerf vague, il existe toute une série de techniques et la régulation aussi des réflexes archaïques. Donc, c'est vraiment des éléments importants. On en testera peut-être un tout à l'heure en fonction. Pardon. Voilà. Et donc, on va également, grâce aux neurosciences, on a pu établir différentes techniques de désensibilisation, notamment comme la stimulation bilatérale, qu'on va retrouver euh, en EMDR par exemple, mais aussi dans des techniques de champ visuel qui sont même plus évolutives que l'EMDR, comme le champ visuel RIMAP par exemple, parce que Steve Reed, le concepteur et superviseur EMDR, était bloqué avec les gens fortement dissociés, et donc il a trouvé d'autres façons de travailler le champ visuel qui permettait de faciliter l'accès au réseau de mémoire, y compris pour les personnes fortement dissociées, mais également en travaillant sur ces fameux réflexes archaïques, comme le réflexe de paralysie par la peur ou le réflexe de protection, qui vont permettre justement de faciliter le réaccès au réseau de souvenirs de façon à pouvoir désensibiliser donc les réseaux en eux-mêmes. L'acupression, la digitopression, donc également, hein, donc on a démontré maintenant très largement, il y a entre 200 et 300 études publiées dans des revues tout à fait scientifiques et connues de par le monde sur les effets du tapping. Et c'est d'ailleurs pour ça que ces outils sont de plus en plus reconnus, notamment aux États-Unis. TFT, même le effet clinique est devenu evidence-based, y compris par exemple en Grande-Bretagne, dans les techniques de stabilisation et de traitement des traumas, notamment, mais aussi sur le craving, le manque, notamment TAT, qui est une technique particulière, est une technique qui permet de travailler sur notamment sur le poids, sur la perte de poids, etc. Et on voit que ces stimulations permettent justement de faire ça, comme je l'expliquais tout à l'heure, notamment parce qu'on peut réguler le manque, notamment par la stimulation de poids. Et donc, ça va éviter le passage à l'acte, hein, de sauter sur du sucre, sur un fruit, sur de l'alcool, par exemple. Même si au Maroc, c'est moins on va dire, envahissant qu'en Europe. Donc, en gros, toutes ces techniques de désensibilisation vont travailler sur la communication entre l'amygdale, les amygdales et le cortex préfrontal. Je rappelle que dans les schémas de communication, les informations arrivent dans une partie du cerveau qu'on appelle le thalamus, qui va agir un peu comme un routeur informatique,
qui va renvoyer en même temps les informations vers le néocortex et en même temps vers les amygdales limbiques. Donc, le cortex analyse. Quand il est fini d'analyser, il renvoie vers l'hippocampe, qui est un peu notre bibliothèque de mémoire émotionnelle, qui renvoie après vers les amygdales limbiques, qui est un peu la centrale d'alarme. Je je brosse vraiment. Yasmine, il faut couper ton micro, s'il te plaît. Je vais voir si je peux le faire de mon... Ah voilà, merci. Donc, voilà. Et donc, ce chemin prend 2 à 3 secondes, ce qui est assez lent. D'où l'intérêt d'avoir une voie rapide qui va toujours arriver toujours dans le thalamus, les amygdales, l'hippocampe, donc la bibliothèque de mémoire émotionnelle, les retours aux amygdales. Et ça prend de l'ordre de 5 millisecondes, donc c'est excessivement rapide. Donc le but, évidemment, c'est de nous protéger. Je rappelle que tous ces mécanismes ont toujours pour vocation de nous protéger. Donc les neurosciences nous ont permis de mieux comprendre ce mécanisme et de comprendre qu'on pouvait avoir des parties analytiques, mais qui ralentissaient le processus de protection, de survie. Donc, par une série de techniques de stimulation, on va chercher à accentuer justement ce travail. Donc, les nouvelles approches en thérapie, eh bien, c'est qu'on va évidemment chercher à réguler le système nerveux, d'accord? Donc, la régulation émotionnelle va remplacer, on va dire, un peu la catharsis, comme on pouvait l'utiliser en psychanalyse, par exemple, et elle va favoriser l'apaisement du système nerveux durant la thérapie. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de rester dans cette fameuse fenêtre de tolérance et donc d'être beaucoup plus efficace en session et ne pas se contenter d'une conversation, d'une thérapie conversationnelle. Pourquoi? Parce que grâce aux neurosciences, on sait également qu'une thérapie purement conversationnelle, alors les approches humanistes par exemple, ont toujours leur intérêt, ou la psychanalyse peut toujours avoir son intérêt, mais si je me contente de ça, je rebranche la personne dans le réseau de souvenirs traumatiques, et le cerveau, même s'il fait la différence entre une pensée et un souvenir, il va provoquer la même réactivité, la même réaction corporelle et psycho-émotionnelle. Et donc, il va renforcer le réseau de souvenirs négatifs, celui qu'on voudrait liquider. Donc, par exemple, c'est pour ça que si on travaille sur des traumas complexes, avec des blessures d'attachement, le fait de uniquement parler peut donner l'impression de soulager temporairement, mais en arrière-fond, ça renforce le réseau de souvenirs difficiles, et donc ça va finir par faire ce qu'on appelle un backlash, un retour de bâton, hein, et ça peut renforcer les traumas. Ça explique pourquoi. Parfois, on se sent mieux, mais ça revient, parce qu'on n'a pas désactivé le réseau, et parfois, on l'a même renforcé, y compris par les ruminations mentales, etc. On sait également, grâce aux neurosciences, que toutes ces pensées négatives que nous pouvons développer ont un impact direct sur nos réseaux de souvenirs, sur notre façon de voir le monde. C'est d'ailleurs pour ça que la psychologie positive s'est développée. Ça n'a rien à voir avec la pensée positive, mais elle s'intéresse aux mécanismes pour justement nous reprogrammer à regarder le positif plutôt que le négatif. Et donc, ce n'est pas la méthode Coué, hein, je vais bien, je vais bien, je vais bien, ça va bien au-delà de ça. C'est vraiment défusionner, comme on dirait dans les TCC, ou se désidentifier, comme on dirait dans les ego states, hein, c'est exactement le même concept. C'est me sortir de l'identification avec le trauma et les croyances que j'ai développées, les cognitions que j'ai développées à cause de ces situations. Donc, régulation du système nerveux, neuroplasticité et construction du futur, notamment par la psychologie positive qui a son intérêt et qu'on enseigne notamment et qu'on utilise dans Self-Emotional Balancing pour donner un outil, et le focus sur les sensations corporelles comme vraiment maître étalon de la désensibilisation du trauma. Donc ça veut dire que cette analyse thérapeutique va privilégier les sensations corporelles plutôt que le récit, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on va s'appuyer sur les sensations pour être sûr et certain que la personne est bien connectée au réseau de souvenirs et pas dans son mental, pas se dire ah oui je souffre, mais ne pas le ressentir, et également permettre au corps de lâcher ses tensions comme il aurait dû le faire naturellement. Ça veut dire que tous ces éléments ont amené une posture thérapeutique nouvelle. Pourquoi? Parce qu'avant, ben, si j'étais en psychanalyse, je pouvais être même parfois même pas en face de mon patient, plutôt derrière lui et en silence complet, et on laissait le patient processer par lui-même, ce qui pouvait parfois générer une solitude ou un sentiment de solitude énorme, surtout s'il y avait des blessures d'attachement, la personne ne se sentant pas nécessairement ni comprise, ni écoutée, ni entendue.
À côté de ça, une thérapie purement conversationnelle est une thérapie où on cherche à faire naître ou faire prendre conscience au patient de certains dysfonctionnements, mais l'ancrage corporel pouvait empêcher la résolution du trauma et le fait de nommer le trauma pouvait donner l'impression de nous faire du bien dans un premier temps parce que, ben, effectivement, on partage le poids avec quelqu'un, mais en arrière-plan, comme je l'ai expliqué, rebrancher le réseau de souvenirs sur l'épisode en lui-même et pouvait renforcer à ce moment-là cette souffrance. Donc, ça veut dire qu'on va utiliser la posture thérapeutique et du thérapeute d'une façon un petit peu différente. D'abord, le thérapeute va aider à réguler le système nerveux du patient grâce vraiment à sa présence apaisante, un ton de voix rassurant, etc., non intrusif, non directif. On peut utiliser des protocoles de neuromodulation. J'aime beaucoup ce terme de neuromodulation, justement en utilisant des techniques comme le tapping, la respiration, par exemple. On peut retrouver ça dans des approches comme Goetz avec la respiration holotropique ou d'autres techniques. Et donc, ça va aider à moduler l'activité neuronale, la cohérence cardiaque, hein, par exemple, aussi, peut nous aider avec le HeartMate Institute en Californie. Et tout ça va générer une détente parce qu'on sait qu'effectivement, si je respire un certain rythme, on a démontré par les études, par les recherches, notamment le fameux HeartMate Institute, que le cœur se met en régulation, commence à battre à une certaine vitesse, ce qui provoque le passage du sang dans nos artères, dans nos veines à une certaine vitesse, ce qui stimule certaines zones cellulaires et provoque une montée de dopamine, et par la montée de dopamine, une augmentation de la sérotonine et des endorphines. Donc, on sait qu'on peut provoquer ce type de réaction corporelle et psychique par ce type de technique qui va évidemment venir appuyer notre travail de fond, de désactivation des épisodes traumatiques ou de réappropriation de l'histoire de vie de la personne. Troisième chose, l'environnement sécurisant pour l'autoréparation. Effectivement, ben, le thérapeute ne cherche pas à soigner, donc on sort d'une posture où parfois le thérapeute a encore l'idée qu'il a une obligation de résultat, alors que le thérapeute a une obligation de moyens, c'est-à-dire faire le mieux du mieux possible, mais on ne force pas le système d'un patient, parce qu'effectivement, si le patient n'est pas prêt, ou le système plutôt n'est pas prêt, bien on doit aider à la maturation qui va permettre la digestion des épisodes traumatiques. Donc, on va créer un espace sûr où le cerveau du patient peut s'auto-réparer. En gros, on a compris que dans cet apprentissage des neurosciences et du fonctionnement, du développement du cerveau, on a compris qu'il y avait plusieurs éléments qui étaient très importants. Déjà, au niveau de la régulation des émotions, normalement, un enfant, quand il naît, ne sait pas donc gérer ses émotions puisque le cerveau émotionnel sera à maturité vers 25 ans. Donc, ça veut dire qu'on va d'abord utiliser une co-régulation. Et la co-régulation, c'est normalement l'environnement familial qui va le donner. Ce sont les parents. Et l'enfant va reproduire par les neurones miroirs ce à quoi il assiste dans son environnement direct, hein, à la maison au départ et puis éventuellement à l'école. Et le but, c'est de passer à une co-régulation et puis à une autorégulation. C'est-à-dire que la maturation avançant, les parents donnant ou expliquant c'est quoi une émotion et rassurant l'enfant par rapport aux émotions et à leur digestion, en étant présent, en étant bienveillant, en les accueillant, en leur donnant des grilles de lecture et de compréhension de ce qu'ils vivent, eh bien, l'enfant va pouvoir comprendre et se créer ses propres grilles de lecture et pouvoir se les approprier. Et donc, on va appeler cela l'autorégulation. Donc, dans beaucoup d'épisodes traumatiques, vous allez voir que le patient n'est pas dans l'autorégulation, il est encore dans une forme de régression ou de corrégulation. Et là, le thérapeute, évidemment, a un rôle à jouer parce que si je suis complètement moi-même stressé, excité, ben, je ne vais pas aider à la corrégulation du système de mon patient. Alors que si je suis calme, eh bien, je peux, par les neurones miroirs, amener une prise de conscience du calme et je vais donc calmer tout le système. Donc, au niveau de ces neurosciences, c'est un peu la révolution copernicienne. Hein, donc, ce n'est plus le Soleil qui tourne autour de la Terre, mais bien la Terre qui tourne autour du Soleil. Ici, donc, c'est la compréhension du cerveau. D'accord? Donc maintenant, comme on connaît de mieux en mieux ce fonctionnement cérébral, eh bien, on peut mieux comprendre les troubles psychologiques et ça va nous permettre de travailler sur
ces troubles de façon à être plus efficace. Alors, M, je ne sais pas qui tu es, mais non, je pense que ton micro est ouvert. Il faudrait juste vérifier à le fermer, s'il te plaît, parce que sinon on t'entend. Donc, la plasticité neuronale que j'ai déjà nommée, qui permet de réparer les circuits. Je vais donner deux exemples concrets. C'est deux exemples vécus. Annick Gionne, par exemple, qui est une amie, qui est une hypnothérapeute, amie de longue date. Il y a maintenant une bonne trentaine d'années d'ici, facilement, avait eu un très grave accident de voiture, s'est retrouvé hémiplégique. Et les médecins lui avaient dit, bah, tu ne marcheras plus jamais parce que la moelle épinière avait été sectionnée et donc effectivement on pensait que c'était terminé. Mais bon, elle était relativement jeune, elle s'est dit hors de question de terminer ma vie dans un fauteuil. Et donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a utilisé les techniques d'hypnose, de visualisation, où elle imaginait qu'elle retissait les tissus neuronaux à raison d'1 centimètre par jour, ce qui évidemment est impossible. Et donc, mais elle l'a visualisé, elle a fait ça pendant plus de 6 mois. Et en même temps, elle a travaillé sur tous les aspects émotionnels qui pouvaient la toucher. Et en faisant ça, eh bien, elle a réussi 6 mois plus tard à remarcher. À l'époque, elle est passée sur plusieurs télévisions françaises, TF1, FR3, où les médecins disaient, mais on ne comprend pas parce que c'était sectionné. Mais le cerveau a recréé effectivement des connexions neuronales qui ont bypassé la moelle épinière, en tout cas la blessure qui avait eu lieu, et a permis de reconstruire donc une connexion et un flux nerveux. À titre personnel, grâce à elle notamment, je me rappelle avoir expliqué son cas et j'ai eu à 2 reprises dans ma vie, au début de ma vie de thérapeute, des amis qui m'appelaient parce qu'ils avaient eu dans leur famille un grave accident de voiture avec des personnes qui étaient effectivement hémiplégiques, voire tétraplégiques. Et donc, on est allé faire un travail, notamment au centre de traitement et de revalidation de l'hôpital militaire à Bruxelles. Et donc, j'ai fait des interventions auprès de ce type de public. Et alors, je ne les ai pas fait marcher, hein, je ne m'appelle pas Jésus ou Allah, mais on a récupéré effectivement certains mouvements alors qu'ils étaient considérés comme impossibles, ce qui a permis de redonner une certaine autonomie aux patients. Alors, ça ne fonctionne pas toujours de la même manière, mais en tout cas, il faut essayer. Hein. J'ai un cas, en tout cas, qui m'a beaucoup marqué aussi, ça c'était il y a 1 an d'ici, 1 an et demi d'ici. Une amie psy au Grand-Duché de Luxembourg m'avait envoyé une de ses amies qui avait vécu un AVC, qui était complètement paralysée du côté droit, qui n'arrivait plus du tout à marcher. Elle faisait 3 mètres, vraiment en souffrant énormément, en pleurant toutes les larmes de son corps. Ça faisait plus d'1 an qu'elle était en revalidation, ça ne bougeait pas du tout. Et en travaillant avec nos techniques, hein, justement comme le self-emotional balancing, le shaking, etc., y compris en visualisation, en tapping, eh bien, en 1 mois, elle a fait tout le tour du bloc de son quartier et donc elle a vraiment récupéré une grosse partie de ce qu'elle avait perdu, et en tout cas une grande autonomie alors qu'elle avait perdu tout espoir. Donc, il y a toujours des choses à faire. Il faut en tout cas essayer de le faire et c'est grâce à cette fameuse plasticité neuronale parce que, ben, effectivement, le cerveau remplace. Je ne sais pas si vous savez, mais par exemple, avant, on savait que on imaginait que, par exemple, la zone du langage était déterminée dans telle ou dans telle partie du cerveau, ce qui est vrai. Et par contre, ce qu'on a observé, c'est que parfois, suite à des blessures, ouais, donc ces zones avaient été touchées, et donc il y avait une perte de certaines compétences, et on a pu observer que le cerveau a peu à peu retransformé ou redirigé certaines connexions, ou recréé certaines directions pour récupérer certaines de ses compétences. Donc on sait que le cerveau, ce n'est pas uniquement, ben, OK, la zone de la parole, c'est ça, si c'est blessé là, c'est foutu. Non, le cerveau peut déplacer effectivement certaines zones et voilà, rediriger, on va dire, les connexions neurologiques, synaptiques, etc., pour redévelopper des compétences qui ont pu être perdues suite à des blessures ou des maladies ou que sais-je. Donc, c'est vraiment important de comprendre. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi une interaction corps-esprit, et que cette interaction corps-esprit, ben, je peux jouer donc sur les deux. Je peux travailler avec mon esprit pour calmer mon corps, mais je peux aussi travailler à partir de mon corps pour calmer mon esprit. Et ça, c'est un élément qui est assez important. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Donc, s'il vous plaît, regardez, coupez-le. Merci. Euh, donc, ça va favoriser des approches thérapeutiques plus globales qui seront plus incarnées aussi, puisqu'on va s'occuper vraiment de ce lien corps-esprit.
Ça veut dire qu'on va aussi adapter les méthodes thérapeutiques et qu'on va essayer d'avoir des méthodes thérapeutiques intégratives. Donc, si vous avez un seul modèle, ben souvent vous allez être bloqué, coincé. Pourquoi? Ben parce que un être humain, c'est un être qui est fait de plein de grilles de lecture différentes et on a intérêt à connaître plusieurs grilles de lecture, sortir de sa modalité unique et de chercher d'autres voies pour complémenter le travail. C'est pour ça que j'invite vraiment les gens à avoir des approches intégratives qui s'occupent à la fois du psychocorporel, mais également de ce qu'on appelle le somatocognitif, c'est-à-dire vraiment l'impact des émotions sur le corps et le fonctionnement effectivement cognitif, donc de la compréhension des cognitions, des croyances qu'on a pu développer. Donc c'est assez important d'avoir des approches plus complètes. Donc, quelles sont les limites de la thérapie par la parole, par exemple? Mais la thérapie traditionnelle privilégiait la parole et la compréhension intellectuelle, mais négligeait les manifestations corporelles du trauma. Je me souviens que, en tant qu'enfant battu, quand j'étais en thérapie de type psychanalytique, ben, je comprenais peut-être pourquoi j'avais été battu, mais ça n'avait strictement rien enlevé de mon stress, de ma peur ou des phobies multiples que je pouvais avoir, y compris des TOC, des ruminations mentales. Bref, j'avais tous les symptômes qui étaient présents. C'est vraiment les approches plus psychocorporelles ou combinées entre la compréhension et faciliter la désensibilisation corporelle qui m'ont permis de sortir de ces nœuds-là. Donc effectivement, on capte et on sait maintenant que les neurosciences révèlent que le trauma et le stress s'inscrivent dans le corps et le cerveau archaïque. On peut voir les traces des blessures, hein, donc dans des zones du cerveau, dans des zones cérébrales, et on peut on peut même repérer parfois l'âge dans lequel ça s'est produit. Je me rappelle d'un appareil qui s'appelle le Stranik, c'est un appareil d'origine russe qui a été promu par un docteur en psychologie s'appelle François-Xavier de la Villette à Paris, un ami, et il nous a fait tester cet appareil à moi et à la maman de mes plus jeunes enfants, qui est également psychologue, psychanalyste, et aussi ingénieure physicienne. Et donc, on est allé tester ce type d'appareil. Et la personne qui ne connaissait rien à ma vie a pu me trouver sur les grilles de lecture qu'il repérait en fonction de ma façon de réagir à certaines images. En gros, il y avait des images, je devais il y avait des curseurs qui modifiaient les couleurs des images et je devais modifier, retrouver les couleurs originelles en sachant que si je bougeais un bouton, ça bougeait les autres couleurs et donc je devais trouver un équilibre. Et donc il calculait la vitesse, il calculait la capacité de retrouver les images originelles et après il faisait une sorte de bilan neurologique. Et c'était vraiment intéressant parce qu'ils avaient vraiment trouvé des années d'actes traumatiques que j'avais subis alors qu'il ne connaissait rien de ma vie, en me disant, tiens, ben, à 7 ans, il y a eu ça, à 6 ans, il y a eu ceci, il y a eu un épisode, etc. Et donc, ce type d'appareil peut permettre parfois de faciliter le fait de retrouver des racines traumatiques et à les nettoyer, même si le conscient n'a pas l'information en direct, l'inconscient là, et on peut travailler avec des techniques actuelles comme le shaking, la TRE, Tense and Trauma Release Exercise, sur ce type de souvenirs et vraiment les nettoyer. Donc, on a ce qu'on appelle une approche bottom-up, c'est-à-dire qu'on part du fond et on revient vers le haut. Donc, on va vraiment chercher vraiment ce qui est à l'origine de l'épisode traumatique. D'accord? Donc, par exemple, l'EFT clinique, à nouveau, la cohérence cardiaque. Alors, il y a quelqu'un qui, je ne sais pas ce qui se fait sur mon écran, mais il y a une image qui apparaît. Donc, va permettre effectivement de nettoyer tout ça. Et notamment, ben, on revient à cette fameuse neuroplasticité. Donc, le cerveau est malléable à tout âge, okay, il n'y a pas de limite. Euh, Exemple, j'ai donné une formation il y a une petite année sur les réflexes archaïques. C'était avec une école qui s'appelle La Clairière à Paris, dans laquelle j'interviens régulièrement. Et donc, il y avait une femme de 93 ans, donc 93 ans, qui n'arrivait presque plus à marcher, elle utilisait un déambulateur. En gros, il y avait eu des chutes, il y avait donc des traumas qui s'étaient activés avec des peurs de tomber. On a nettoyé les aspects émotionnels et par des petits mouvements de réflexe archaïque qu'on l'a invité à faire un petit peu tous les jours, eh bien pendant la formation qui se passait tous les 2 semaines pendant 3 mois, donc on avait 6 modules, eh bien cette personne a évolué et au bout de, je crois que c'était le premier mois, est arrivée toute contente en disant j'ai pu abandonner le déambulateur, je suis reparti avec une canne, etc. Et donc on a vraiment vu l'évolution,
de son cerveau qui a récupéré certaines compétences que les médecins lui avaient dit perdues, mais qu'elle a pu récupérer en mobilisant certains mouvements de son corps, etc. Et quand la personne n'a pas la capacité de le faire physiquement, on peut travailler sur la visualisation. Par exemple, la personne qui a vu ce fameux AVC, elle ne pouvait pas faire le shaking de façon normale. Eh bien, je lui avais demandé de visualiser qu'elle tremble, etc. Et donc, ce qu'elle a fait, et on a eu les mêmes résultats, en tout cas une partie de ces résultats ont permis de dégager et de reconnecter, d'aider les deux hémisphères à recollaborer l'un avec l'autre. Et donc, elle a récupéré de cette paralysie, cette hémiparalysie. Donc, on peut également travailler avec des techniques un petit peu différentes, des approches un peu différentes, comme tout ce qui touche à la compassion, thérapie centrée sur la compassion, self-emotional balancing, la méditation, etc., de gratitude. Pourquoi? Parce que ça va permettre de recadrer au niveau cognitif, mais également ça va restimuler la génération de nouvelles connexions neuronales. Et donc, on a observé ça sur toute une série de techniques. Par exemple, je suis en train de donner un cours sur la joie à la Clairière, justement, et on fait des exercices de méditation compassionnelle et de gratitude. Eh bien, on observe que cette gratitude génère un mieux-être chez la personne qui reçoit, mais également chez la personne qui offre. Et ça, j'ai envie de, comme on est en période de Ramadan, j'ai envie de peut-être de vous rappeler l'intérêt de faire l'aumône, hein, de donner, de partager avec les autres, parce qu'effectivement, on a observé que les zones du cerveau en lien avec la joie, le bonheur, le bien-être se développent lorsqu'on a un acte volontaire, spontané d'aide à l'autre, lui donner à manger, justement, lui donner à boire ou quelque chose comme ça, eh bien, on observe qu'il y a un mieux-être chez les patients eux-mêmes et chez les personnes qui profitent de ça. Voilà. Et comme Nawal le dit aussi, là je vois dans le chat, donc l'ESPEC effectivement organise le 8 et 9 avril prochain une formation sur les réflexes archaïques à Mohamedia, je pense. Donc vous avez le téléphone qui est là. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir, vous verrez, vous allez apprendre beaucoup de choses. C'est assez riche, hein. On a des médecins qui sont venus les suivre, des psychologues, etc., des thérapeutes, et c'est vraiment intéressant. Donc, transformation personnelle positive aussi. Pourquoi? Mais parce que ce processus va affaiblir les circuits de la peur et renforcer à nouveau la transformation positive. Donc, on diminue les circuits de la peur et de la dépression, de la tristesse de fond, et on réapprend à notre système à, on va dire, à repenser naturellement vers le positif plutôt que vers le négatif. Et je rappelle que notre cerveau ne peut pas justement faire les deux ensemble, il peut faire l'un ou l'autre. Et quand on est programmé hein, par une sorte de biais négatif, eh bien, on peut reprogrammer peu à peu notre système vers un biais positif où on va effectivement améliorer nos capacités intérieures de réparation et de guérison. Donc, la sécurité, c'est la clé de la guérison. Donc, ça, c'est relativement clair. Donc, cette sécurité, elle est vraiment essentielle. Pourquoi? Parce que, selon la théorie polyvagale notamment, et aussi la théorie de l'attachement, si je n'ai pas une sécurité de base émotionnelle et affective, mon système va toujours chercher à compenser, et notamment dans les blessures d'attachement, peut avoir un attachement anxieux, complètement détaché, évitant, désorganisé, c'est-à-dire un peu explosif, ou un doux mélange de tout ça, on appelle ça ambivalent, et tout simplement parce que notre système n'est pas capable de cette co-régulation et puis de cette autorégulation. Donc, on va sécuriser le système nerveux dans un premier temps, et puis on va vraiment chercher après à refavoriser la co-régulation et puis l'autorégulation. Donc, la co-régulation, je vais utiliser, le thérapeute va être pris comme un élément de co-régulation, et puis on va ramener la personne à l'intérieur d'elle-même dans ses capacités, par ses propres ressources, à générer cette co-régulation. On va désensibiliser et on va reconsolider. Donc, effectivement, la fenêtre de reconsolidation, ça va vraiment permettre de modifier l'empreinte émotionnelle d'un souvenir en l'associant à un sentiment de sécurité durable. C'est une des raisons pour laquelle, parfois, on peut même utiliser des techniques avec de la musique, comme la technique Flash, Flash Emotional Balancing, par exemple. Pourquoi? Parce qu'on sait de plus en plus, de mieux en mieux, que la musique peut entrer en réverbération avec notre corps et provoquer une remontée émotionnelle positive, ce qui va venir casser le conditionnement, déconditionner
les mémoires traumatiques négatives. J'ai encore fait des sessions aujourd'hui avec ce type d'outil. Ce qui est intéressant, c'était pour des personnes qui étaient avec des scléroses en plaques, donc des grosses difficultés de mouvement. Bien, on peut utiliser ce type de technique pour faciliter justement la digestion des traumas. Et ça, à nouveau, c'est grâce aux neurosciences parce qu'on a vraiment des études publiées sur le sujet. Il y en a de plus en plus avec justement la musique, notamment, ou le shaking, qui démontrent tout ça. Donc voilà, y compris les techniques dont j'ai déjà parlé. Euh, dans les révolutions des thérapies, ben donc, il y a une approche biologique du mental, on a déjà parlé, l'individualisation des traitements, donc en fonction des besoins spécifiques, les réflexes, les blessures d'attachement, les épisodes traumatiques, simples, complexes, avec ou non blessures d'attachement, et des techniques neurologiques ou bioneurologiques, on va dire, qui vont permettre d'aller faciliter la digestion par notre corps des traumas, notamment sur le système vagal, notamment. La plasticité cérébrale, on en a déjà parlé plusieurs fois, donc voilà. La réorganisation neuronale, toujours les thérapies, les exercices que j'avais déjà nommés. Les émotions sont prioritaires au corps. Pourquoi? Parce que les émotions sont vraiment, et les sensations physiques en lien avec les émotions, sont vraiment des éléments qui vont nous permettre de vérifier si le système est complètement désactivé ou non. Donc, on va effectivement aller rechercher les émotions qui naissent dans le corps et ça va nous permettre de réaccéder à cette conscience à ces signaux qui remontent vers le cerveau pour les désactiver. Et évidemment, du coup, le corps a d'autant plus d'importance si j'apprends à mon corps à se détendre par lui-même, par la respiration, l'expire notamment par le shaking, le tremblement, comme après un choc émotionnel, je gagne énormément de temps dans la désensibilisation. Ça veut dire que l'amygdale et le cerveau limbique réagissent avant le mental, d'accord? Donc, ce n'est pas le mental qui intervient en premier, c'est d'abord le corps. Et puis après, ça va influencer la gestion émotionnelle par le cortex, notamment avec le besoin de contrôler les interprétations, etc. Donc, les thérapies corporelles modernes vont s'intéresser à ce travail corporel et au niveau limbique notamment, par la respiration, par des techniques d'ancrage, de régulation corporelle, de travail sur le bassin, la cage thoracique, le diaphragme par exemple, pour faciliter une régulation émotionnelle. L'attachement, bon, on va un petit peu en parler. Donc, l'attachement, c'est vraiment la sécurité émotionnelle et affective que nous recevons de nos donneurs de soins dans les premières années de vie. Cette sécurité affective, c'est elle qui va façonner notre capacité de développement, y compris neurologique, et vraiment l'organisation des circuits cérébraux. Donc, soit je vais passer en mode freeze, soit je vais passer en mode attaque, soit je vais passer en mode fuite. Descends. Et ce n'est pas régulé, si ce n'est pas régulé correctement. D'accord? Donc, Latifa, je crois que ton micro est ouvert. Donc, il faut le fermer si tu veux bien, sauf si tu as une question. Voilà. Et donc, on va travailler sur cette organisation pour essayer de favoriser une meilleure régulation, comme je vous montrais tout à l'heure, ce mouvement qui travaille sur le système vagal. Voilà. Et hop, voilà, je rebaille, c'est quasi instantané. Donc, ce sont des techniques qui peuvent rapidement permettre à la personne de se détendre plutôt que de rester coincé dans une bulle de stress. Donc, ça peut faciliter le travail de désensibilisation en thérapie parce qu'on apprend quelques techniques de stabilisation au patient. Donc, le rôle de la relation thérapeutique, on l'a déjà nommé, Non. est d'autant plus important. Non, j'ai dit non. Latifa, ton micro est ouvert. Pardon? Ton micro est ouvert, Latifa, on t'entend dire Oh, non. je suis désolée, je m'énervais après mon chat. Il n'y a, pas de souci. Je Je vais juste couper le m'excuse, micro. je vais couper le son, le Merci. micro. Donc voilà. Mais là, on vient d'avoir une bonne réaction du système vagal, donc du système nerveux. Donc, ça illustre bien mon propos. Donc, montée de stress ou d'énervement, et donc on peut le calmer très fort, soit en coupant le micro, qui n'est pas une technique neurologique, mais une technique cognitive, je coupe le micro. Mais la technique neurologique, par exemple, je vais inspirer profondément, expirer plus longtemps que l'inspire. Technique de respiration classique pour diminuer l'oxygénation
et permettent de dire à mon corps qu'il y a moins d'oxygène, donc je ne suis pas en train de courir pour me sauver ou pour me battre. Hein, donc ce sont vraiment des réactions biologiques, d'accord, de survie. Le rôle de la voix du thérapeute, évidemment. Hein, donc, par exemple, Latifa, s'il te plaît, coupe ton micro, etc. Donc, et les nouvelles approches thérapeutiques dont j'ai déjà parlé, il y en a tout un petit paquet. Donc, le traumatisme, c'est une empreinte neuronale. Ben oui, on sait que ça laisse des traces dans le système nerveux notamment, et dans le système neuronal. On peut repérer ces blessures au niveau cérébral. Et donc, ça va évidemment complètement nous impacter et influencer notre capacité à gérer ou à digérer certains types de stress. Hein, je vous rappelle que les symptômes, les déclencheurs lorsqu'on a des traumas, hein, si vous vous rappelez bien la notion de déclencheur, ce sont donc des éléments qui nous renvoient à des mémoires traumatiques et qui vont redéclencher une réponse de survie, l'attaque, la fuite, ou si je ne peux ni attaquer ni fuir, le figement pour chercher à me protéger. Donc, on va essayer de repérer quels sont les déclencheurs pour repérer quelles sont les origines traumatiques de ces déclencheurs. Donc, quand est-ce que cet événement est apparu ou cette réaction est apparue? Que s'est-il passé dans l'année qui précède? De façon à retrouver les éléments, on va dire, factuels, événementiels et du coup cognitifs aussi, qui nous permettent d'aller nettoyer ces réseaux et les croyances associées. D'accord? Donc, on va utiliser comme ça différentes techniques, notamment ce qu'on peut appeler le float back, hein, qui est une technique particulière qu'on utilise aussi en hypnose. On va inviter la personne à se recentrer sur les sensations dans son corps et lui demander tout de go, à quel âge tu te vois la première fois que tu as ressenti ça. Très souvent, l'inconscient va donner l'information, même s'il ne donne pas accès au souvenir en direct. Parfois, le souvenir va remonter tout seul ou l'âge va remonter tout seul et ça nous permet de mieux comprendre ce qu'il se passe. Hop, c'est je plein de petits bling bloom. Voilà. Donc, la thérapie, c'est aussi un lien biologique, c'est-à-dire que la synchronisation, nous pouvons l'obtenir, une sorte de synchronisation cérébrale grâce à l'empathie et à la compassion. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'on appelle aussi la proxémique en hypnose, donc le fait de faire une sorte de copycat de mon patient, simplement de son attitude corporelle, va générer une plus grande empathie. Pourquoi? Parce que ça crée du lien, tout simplement. Donc c'est assez étonnant à faire, mais c'est vraiment intéressant. Si vous faites une formation en hypnose, logiquement, ils vont vous apprendre la proxémique. C'est vraiment nous mettre dans la même posture que le patient et d'observer que très rapidement, le patient va nous percevoir avec de plus grande qualité que la normale, tout simplement parce que ça le branche sur un réseau vraiment empathique où il se sent reconnu, vu, il se retrouve en nous, si vous voulez. Et donc, ça va nous permettre vraiment de jouer sur une régulation en miroir, en utilisant les fameux neurones miroirs, pour justement aider la personne à se détendre. D'où l'intérêt de sourire, par exemple, d'où l'intérêt de parler calmement, avec une voix douce, etc. Parce que tout ça sont des éléments, pour autant qu'évidemment que ça soit authentique, hein, si c'est comment dire, joué de la part du thérapeute, ça ne fonctionnera pas. Et si c'est vraiment authentique, si vous êtes vraiment dans une attitude bienveillante, le système va le ressentir et le système va se détendre, du patient va se détendre grâce à cela. Donc, ça va nous permettre de synchroniser par la posture, de réguler par les neurones miroirs notamment, et également la désactivation ou l'activation du nerf vague central ou ventral, pardon. Simplement, revenir dans le ventral, ça veut dire en sécurité par rapport au dorsal où on est en danger. Et donc, ça va faciliter le relâchement et la détente chez le patient. Par exemple, on peut faire des petits mouvements. Alors, je vais vous inviter à en faire. On va juste faire un petit test. Vous pouvez mettre vos mains. Par exemple, il y a deux façons de faire. Vous pouvez, attendez, que je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Vous allez mettre la main droite sous l'aisselle et la main gauche vient sur l'épaule et vous serrez simplement comme ça. Vous allez le faire pendant 20-30 secondes, tout simplement. Donc, main gauche sous l'aisselle hein, et le pouce bien sorti. Main droite sur l'épaule et vous serrez. Alors, si ce n'est pas agréable, vous ne le faites pas, évidemment. Hein. Pensez alors à stimuler le bord des doigts. Il faut que j'ouvre Céline qui est ressortie et qui revient. Donc simplement, vous serrez pendant 10, 15, 20 secondes. Alors, je dis une vingtaine de secondes parce qu'à partir de 20 secondes, ça fait aussi de l'ocytocine. Donc vous serrez et simplement observez ce que ça fait. Normalement,
ça provoque une détente, une sécurité. Voilà, je rebaille et hop, tout simplement. Première technique. Deuxième technique, vous pouvez mettre toujours les mains sur les aisselles comme ceci, ou simplement sur les bras. Soit vous frottez les bras vraiment volontairement. Je vais peut-être sortir de l'affichage pour le moment, juste comme ça vous me voyez mieux. Hein. Frottez simplement comme ça les bras. Et vous allez aussi observer que ça provoque vraiment du bien-être. Je frotte toute la surface des bras, hein, comme quand on prend quelqu'un et qu'on le réchauffe, tout simplement. Hein, vous pouvez simplement le faire et vous allez générer à nouveau une détente. Voilà, hop, rebâillement. Oups, pardon. Voilà. Ou vous remettez les mains à nouveau simplement sous les aisselles et vous pouvez tester un petit bercement d'avant en arrière. Voilà, si c'est agréable, ben, vous le faites le temps qui vous plaît. Si ça ne vous plaît pas, vous essayez le bercement de gauche à droite lentement. Vous pouvez laisser vos yeux ouverts ou les fermer, c'est comme vous le sentez. Et vous restez juste avec cette intention de bienveillance envers vous-même. Comme si vous preniez un petit moment pour juste vous autoriser à vous détendre et observer ce que ça génère en vous. D'accord? Vous pouvez partager éventuellement aussi dans le chat ce que ça vous fait. Si jamais vous sentez qu'il y a une sorte de vertige qui apparaît, ça veut dire qu'il y a des réflexes archaïques non intégrés. À ce moment-là, prenez bien le pli du poignet en plein milieu, trois doigts à la verticale et vous massez. Ça, c'est mettre cœur 7, mettre cœur 6, pardon, et mettre cœur 7 dans le pli. Et donc, vous massez tout simplement la zone, ça va, que ce soit du côté gauche ou droit. Il y a toujours un des deux côtés qui va calmer très fort. Et si vous sentez que ça vous détend, ben vous pouvez le faire le temps qui vous plaît, tout simplement. D'accord. Euh, voilà. Donc, je repartage, je reviens à la présentation. Voilà. Donc, ça veut dire que la régulation affective en miroir, l'activation du nerf vague central, comme je l'ai déjà expliqué, ou, excusez-moi, je fais rentrer quelqu'un, mais en même temps, ça a changé le slide. La qualité de présence et la co-construction émotionnelle, la co-régulation émotionnelle sont des éléments qui vont vraiment être importants dans le travail de fond. Donc, les neurosciences et leur intégration, ce qu'il faut donc comprendre, c'est qu'on a des systèmes cérébraux qui sont distincts, que chaque approche thérapeutique sollicite un système cérébral spécifique, et les neurosciences révèlent l'importance d'intégrer ces différentes dimensions pour une thérapie complète. Donc, ce n'est pas uniquement faire que de la TCC, ou que de l'approche humaniste, ou que de la psychanalyse, ou que du conversationnel, ou que de la systémique, ou que de la stratégique systémique. Bref, c'est chercher à intégrer les éléments qui sont importants pour le patient dans son accompagnement. Et ça, vous allez le repérer comment? Mais évidemment par l'anamnèse, la ligne du temps, qui est une technique particulière de prise de notes qui permet de repérer la carte des traumas, la carte des symptômes et du coup de repérer aussi le plan de traitement idéal en fonction des blessures d'attachement. Et ça va vous permettre du coup d'être plus efficace. Réalisez aussi que vous avez également, décidément, chaque fois que je veux faire entrer quelqu'un, ça change de slides. Il y a des modèles intégratifs qui sont émergents. Donc, des modèles tels que SEB, donc Self Emotional Balancing, qui est enseigné à Mohamedia, l'IPF, l'IFS, etc. L'IPF, c'est le travail sur des protocoles de famille intérieure, si vous voulez. C'est du reparentage, plus exactement, donc du parent intérieur. IFS, c'est système familial intérieur. ACT, qui découle des TCC troisième vague, d'ailleurs comme SEB et tout le reste. Donc, c'est thérapie de l'acceptation et de l'engagement, qui est clairement un courant des TCC, qui travaille donc sur l'acceptation et l'engagement. Et je rappelle que l'acceptation, ce n'est pas de la résignation, c'est le fait de partir du principe que ce qui est arrivé, mais de reconstruire une diffusion, une désidentification de ces phénomènes pour justement les améliorer. Alors, j'ai participé à une conférence dernièrement d'une des pointures des TCC le docteur Cotreau, pardon, qui expliquait que d'un point de vue recherche, on ne voyait pas vraiment la différence, on va dire,
positif plus d'actes par rapport au TCC classique. Donc, c'est un courant qui a son intérêt, bien sûr, mais qui ne donne pas des résultats clairement plus importants que les TCC classiques. Mais par contre, pour certaines personnes, ça les aide effectivement à mettre en place un déroulé qui leur permet effectivement de se reprendre en charge et de sortir du cercle négatif. Le langage commun des neurosciences aussi, bien évidemment, ça va permettre d'essayer de repérer par un langage commun quels sont les points communs entre les différentes thérapies et leurs points de divergence ou de différence. Et ça va permettre de faciliter la collaboration entre les professionnels. C'est pour ça que souvent dans nos formations ou les formations que je donne plusieurs éléments au niveau vocabulaire de façon à clarifier ce que c'est. Donc, par exemple, en approche psychologie énergétique, donc TCC troisième vague, on parle par exemple des cognitions ou d'inversion psychologique. L'inversion psychologique, c'est les cognitions négatives tout simplement, ou c'est les croyances bloquantes pour d'autres courants. Donc on essaie de clarifier ce vocabulaire qui parfois est un peu élitiste et parfois crée de la confusion. Euh, voilà, c'est bizarre, il y a un phénomène. OK. Alors, neurosciences, c'est donc un changement radical. Pourquoi? Parce qu'on revient à l'approche centrée sur le corps, d'accord? Plutôt que rester dans le mental et le corps, on revient vers le corps et la relation humaine aussi. Donc, c'est vraiment pour favoriser une guérison bien plus profonde, tout simplement, hein, et permet de travailler. On va travailler en sécurité et sur la mémoire implicite notamment. Pourquoi? Ben parce que ça va favoriser un environnement thérapeutique rassurant qui sera le plus adaptatif possible aux patients. Et à nouveau, cette fameuse plasticité qui va permettre une guérison aussi expérientielle où effectivement les personnes ressentent vraiment une sécurité, une meilleure affection, une stabilité intérieure, et tout ça va générer plus de guérison et de pérennité dans la guérison. C'est d'ailleurs, par exemple, en SEB, souvent les gens se sentent réunis. C'est un terme qui revient spontanément chez les participants, chez les patients ou même chez les professionnels qui se forment. C'est cette notion de réunification. Oups. Donc, évidemment, donc perspective neuroscientifique intégrée, ben, de nouveau, c'est cette régulation émotionnelle voilà, nous a permis de comprendre l'interaction entre les amygdales, le cortex préfrontal, réguler nos émotions, les comportements, le rôle du nerf vague qui est vraiment très important, et à nouveau, cette plasticité neuronale qui permet de s'adapter après un trauma et qui va nous permettre aussi de modifier ces fameuses mémoires, notamment les mémoires traumatiques, en les digérant. Donc là, il faut être très attentif. On entend encore dans certains courants, et c'est en lien notamment avec le développement personnel, qu'on entend parfois qu'il est impossible de guérir complètement un trauma. C'est faux, hein. Donc, on peut le faire. Ça peut prendre du temps pour réparer les blessures, notamment, et les mauvais apprentissages. Donc, les fameux biais cognitifs négatifs en l'occurrence. Donc, dans ces cas-là, on a parfois des exercices à faire pour aider justement à aller travailler sur ce type de problème. Et on va vraiment aider la personne à ressortir de ce type de croyances. Et notamment la psychologie positive s'est intéressée justement à ces mécanismes. C'est un petit peu l'optimisme versus le pessimisme. Alors, Zaria, non, je ne fais pas moi de diagnostic du spectre de l'autisme. Par contre, je pense que vous avez Ferdaus, Ferdaus, qui est quelqu'un que j'ai formé, mais qui est chez vous, qui est spécialisé notamment dans le TDAH et je pense l'autisme également. Euh, voilà, Ferdaus Edimine, merci Nawel. Je ne me rappelle plus du nom exact. Donc, si Ferdaus est là, je te présente mes excuses. Voilà, et donc là, elle fait, je pense, ce type de test et elle est présente. Nawel, elle est où? C'est pas à Mohamedia, hein, c'est à Casa, je crois, hein. Donc, oui, c'est ça, elle est donc à Casablanca. Voilà, donc là, vous pouvez le faire. Par contre, pour les tests sur les réflexes archaïques, oui, ça, je l'ai fait. Donc, dans le reste, vous avez la plasticité cérébrale, donc c'est vraiment la fin du paradigme du cerveau fixe. Donc, notre cerveau n'est pas fixe, d'accord? C'est quelque chose qu'on va travailler toute notre vie. Et, oups, là, je fais une bêtise. Donc,
c'est quelque chose qu'on va travailler toute notre vie. En gros, voilà. Euh, il y a des choses qui sont sous notre contrôle, il y a des choses qui vont dépendre. Donc, par exemple, sous notre contrôle, ben, c'est la gentillesse, notre attitude, nos efforts, notre état d'esprit, nos objectifs, notre concentration, notre focus. Il y a des choses qui sont en dehors de notre scope of control, de notre capacité de contrôle. Ben, c'est qu'est-ce qui va se produire grâce à nos efforts, le passé, les drames, donc les accidents, les opinions des autres, le, voilà, le trafic, les informations, les aspects politiques, les aspects sociaux, religieux, ça ne nous appartient pas. D'accord. Par contre, ma perception de tout ça, c'est des choses sur lesquelles je peux travailler. Donc, ça veut dire que les neurosciences contemporaines, elles ont effectivement démontré que ce cerveau, il est évolutif, qui se remodèle continuellement. Et je vous ai mis des références de 2, 3 études sur le sujet. Et ça veut dire qu'au niveau de l'impact thérapeutique, eh bien, ça va nous permettre de modifier des agencements neuronaux et que ça va nous permettre de reproduire certaines expériences répétées, mais également en modifiant la perception de ces expériences si ce sont des expériences douloureuses. Donc, on peut toujours travailler sur des choses. Par exemple, la primauté du corps aussi, l'émotion est somatique avant d'être cognitive. Donc souvent, ce qu'on a repéré, c'est que c'est le corps qui réagit avant que l'on ait compris qu'on ait un problème au niveau corporel. On a fait des études dernièrement où, par exemple, on approche une aiguille d'un doigt, eh bien, on observe que la zone du doigt qui va être piquée est déjà en train de réagir avant même que l'information soit arrivée au cerveau et que le cerveau renvoie une information au doigt. Donc, on voit que le mouvement du doigt, de rétraction du doigt, va se faire avant même que le cerveau ait eu l'information qu'on a une aiguille qui nous rentre dans le doigt. Donc, ça a changé complètement notre perception que c'est le cerveau qui contrôle tout. Ce n'est pas du tout le cas. Hein. On a vraiment un échange permanent entre les deux zones et 80% des informations, comme je l'ai déjà nommé, viennent du corps vers le cerveau et seulement 20 du cerveau vers le corps. Les travaux de Damasio, qui est assez connu, hein, le doux, Porges, donc théorie polyvagale, ont démontré que la majorité des signaux émotionnels se déclenchent dans le système nerveux autonome avant toute interprétation consciente. Donc, le cognitif passe après. Donc, le corps informe le cerveau, que ce soit au niveau du rythme cardiaque, la tension musculaire, de micro-réactions viscérales, de signaux interoceptifs, donc vraiment intérieurs, okay, donc du système vagal. Donc, 80% des fibres du nerf vague montent du corps vers le cerveau. Ça, c'est aussi un élément qui est intéressant. Ça a donc une implication thérapeutique. Si je passe par le corps, j'ai plus d'informations qui arriveront au cerveau que l'inverse. Donc, ça veut dire que si je dois m'occuper de patients qui sont très fortement dans le contrôle et dans le mental, hein, dans le modèle des égostates, on appellerait avec des managers profonds, eh bien, j'ai plus intérêt à passer par le corps que par la tête pour faire passer les informations du corps à la tête, notamment de la sécurité émotionnelle et affective et de la digestion des épisodes traumatiques. Ça veut dire que des approches qui se concentrent uniquement sur le cognitif, juste les pensées et les croyances, ne suffisent pas, mais elles ne suffiront pas parce qu'elles vont souvent être bloquées par le corps qui va soit se dissocier, soit se figer, soit qui va être débordé. Donc, on va sortir de la fenêtre de tolérance idéale, la fenêtre de travail idéale. Donc, on a intérêt à travailler sur les deux aspects en même temps. Donc, utiliser des thérapies basées sur la régulation corporelle, c'est intéressant, même si après, je fais aussi du conversationnel. Mais par exemple, je fais du conversationnel en stimulant d'office le bord des doigts, comme je le ferai en tapping, en EFT clinique, en RIMAP, pour avoir une réponse corporelle et laisser la partie cognitive travailler comme elle le devrait. Le mindfulness interoceptif, même chose, on va revenir vers l'observation de ce qui est présent sans interprétation. Le SEB, les thérapies somato-émotionnelles, les approches polyvagales, la stimulation, comme je vous ai montré. Voilà, donc on va essayer de combiner ce type d'approche pour que le système soit simplement plus efficace et plus rapide. La relation thérapeutique également, comme je l'ai déjà nommé, donc elle est importante. Pourquoi? Parce qu'elle va provoquer une synchronisation affective, c'est-à-dire que l'aspect humain et compassionnel va être présent, ce qui va générer au départ une détente du système du patient.
Et puis, on va utiliser ce qu'on appelle une triangulation dans le modèle des ego states. Donc, par exemple, je vais partir de mon self, c'est-à-dire de mon espace de calme et de compassion spontanée, pour m'adresser aux parts du patient, c'est-à-dire aux programmes qui se sont installés pour le sécuriser ou en lien avec l'épisode traumatique. Et puis, je vais essayer de recréer un lien entre le self du patient, donc son espace de calme originel, et de compassion originelle avec sa blessure. Et quand le dialogue arrive à se faire de ce point de vue-là, en tant que thérapeute, je me retire de ce triangle pour laisser faire le lien, hein, l'association entre les parts du patient et son self, c'est-à-dire normalement le patient adulte, ici et maintenant, dans la compassion, dans la gentillesse, dans la bientraitance, la bienveillance, qui va permettre de d'étendre le système et de déposer toutes les émotions, tous les mécanismes de défense qui se sont installés ou d'évitement, hein, les symptômes de stress post-traumatique, les laisser se désensibiliser par eux-mêmes et parfois en utilisant les techniques dont j'ai déjà parlé, comme le tapping ou le shaking, par exemple. Donc, tout ça va nous permettre de revenir vers le nerf vague ventral et sortir du dorsal, notamment. Donc, tout ça va renforcer quoi? Le bien-être général, la connexion sociale. Okay, et évidemment, tout ça, c'est essentiel dans une relation, une alliance thérapeutique idéale. Donc, ça veut dire que l'implication thérapeutique moderne, hein, la relation thérapeutique est vraiment un outil parmi les autres, encore plus fort que ce qu'on appelait le transfert ou le contre-transfert, notamment en psychanalyse. Ici, on va vraiment l'utiliser, mais pas uniquement au niveau contre-transférentiel positif, mais vraiment plutôt dans la régulation émotionnelle grâce à notre posture, notre voix, notre propre stabilité émotionnelle. C'est une des raisons pour laquelle, personnellement, je stimule toujours moi-même le bord des doigts, pour moi-même, pour ne pas prendre la charge émotionnelle des histoires du patient, et ça va me permettre d'éviter la fatigue compassionnelle, hein, le burn-out du thérapeute. Je pense qu'on a peut-être on a une conférence sur le sujet, non? Ou je ne sais plus maintenant si on en a une, si ça fait partie des thèmes. Nawal, ça tu peux peut-être me le rappeler, je ne connais plus par cœur. En tout cas, j'ai donné cette conférence dernièrement, il y a 2 semaines, 3 semaines, je pense. Et donc, c'est vraiment important de bien comprendre ces éléments-là parce que notre propre posture nous permettra de nous protéger également, mais aussi à avoir une activation des neurones miroirs du patient qui vont lui permettre d'être plus stable et de rester dans cette fenêtre de travail. Donc, ça montre l'importance de l'interaction relationnelle. Okay, et les travaux récents, notamment en neurosciences, soulignent le rôle crucial de l'interaction relationnelle dans la psychothérapie contemporaine, notamment toute cette notion de compassion qui est vraiment un courant en pleine émergence à travers différentes techniques, comme la thérapie centrée sur la compassion de Paul Gilbert, par exemple, Compassion Focus Therapy, et d'autres techniques de travaux et de méditation compassionnelle. Pour ceux qui se souviennent, j'avais nommé ça dans le livre Plaidoyer pour l'altruisme de Mathieu Ricard, hein, qui est un scientifique, mais aussi un moine bouddhiste. Il avait parlé d'une étude qui avait été faite sur la méditation compassionnelle versus la méditation empathique. Et il avait démontré que dans la méditation compassionnelle, les zones du cerveau activées par la douleur ne s'activaient pas, alors que dans la méditation empathique, les zones de la douleur s'activaient dans le cerveau, ce qui évidemment n'était pas l'idéal, puisque ça veut dire que nous activions notre propre système de souffrance, alors que ce n'est pas le but du jeu, évidemment. Donc, c'est important de bien faire la différence entre cette empathie et la compassion. La compassion, c'est vraiment ma volonté d'être avec l'autre, mais sans porter à sa place, et sans être en résonance avec ce qu'il vit. Alors que l'empathie, il y aura une notion de résonance, on va quand même raisonner avec la tristesse ou les émotions difficiles. Donc, le traumatisme et le cerveau, je rappelle que le traumatisme va altérer effectivement nos capacités neurologiques, notamment. Il y a une altération du cortex préfrontal. Donc, le traumatisme va modifier la connectivité du cortex préfrontal, ce qui va perturber la régulation émotionnelle et la gestion du stress, en ayant notamment un impact sur les amygdales limbiques, et donc en les hypertrophiant ou en les atrophiant, etc. La thérapie TDC, traduis-moi la TDC, qu'est-ce que ça veut dire, TDC? Le nom ne me dit rien comme ça.
Voilà, les circuits de survie sensibilisés, les zones telles que l'amygdale et le tronc cérébral sont altérés, ce qui va entraîner une hypervigilance, par exemple, ou une hypovigilance. Hein, je peux en partie m'effondrer. Euh, je peux avoir des mécanismes d'évitement et donc tous ces fameux pompiers dont on parle en ego state, donc apparition de TOC, rumination mentale, addiction, phobie, comportement excessif. Donc ça va aussi intégrer et toucher mes circuits de survie, comme je l'ai nommé, mais également ça peut toucher aussi tous les... Il y a de nouveau quelqu'un qui veut rentrer, voilà. La mémoire et l'état physiologique, donc vraiment je ne connais pas cette version-là, la dialectico-comportementale. Je ne connais pas cette version-là. Donc, vu le nom, j'imagine qu'il y a la conversationnelle. Au niveau comportemental, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc on va proposer certains exercices, j'imagine, qui accompagnent le dialogue. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les techniques actuellement avec les neurosciences, euh, donc Madsen, si c'est une question, tu peux la poser. Je termine juste ceci. Donc, en gros, l'intérêt, c'est qu'il y ait une stimulation corporelle qui va travailler sur le système vagal. Donc, s'il n'y a pas de stimulation corporelle ou qui travaille sur le système vagal, le fait de dialoguer peut générer un calme temporaire parce qu'on se sent entendu ou écouté, mais ne va pas traiter le fond. D'accord? Donc c'est vraiment important de... le son ne passe pas pour toi. Écoute, je ne sais pas. Est-ce que d'autres personnes ont des problèmes avec le son? Parce que je ne pense pas. Peut-être sors et reviens, Madsen, voir si ta connexion sera meilleure, tout simplement. OK? Donc, ce qui est important en tout cas, c'est de bien comprendre que si je fais de la thérapie conversationnelle classique, je renforce en arrière-plan les réseaux traumatiques au niveau corporel, d'accord, et au niveau du système vagal. Donc, c'est pour ça que parfois, il y a des déplacements de symptômes ou un retour de symptômes parce que ça ne tient pas dans le temps ou ça s'est déplacé. Et le problème, c'est que souvent, dans les thérapies, on ne s'intéresse pas toujours à ce qui se passe par après. On ne réalise pas, si on ne l'a pas appris, on ne réalise pas qu'effectivement, il y a un déplacement de symptômes. Donc voilà, je laisse rentrer médecine. Donc c'est vraiment important de bien faire la différence et d'observer ça. OK, donc on va essayer d'intégrer dans les thérapies du traumatisme des expériences en travaillant sur la mémoire implicite. C'est vraiment en travaillant notamment sur toutes les sensations, les émotions associées, ce qui demande une certaine capacité de reconnexion au réseau de souvenirs. Et après, par la stimulation de points ou le shaking, pour nommer toujours cette technique, qui est assez efficace. Voilà, on va essayer de faire revivre l'épisode, mais en déchargeant ce que le corps n'a pas fait. Je rappelle que dans le shaking, par exemple, dernièrement, justement au Maroc, j'ai eu une personne qui a fait une session et elle a eu un mouvement de remobilisation du massage cardiaque qu'elle avait dû faire pendant plusieurs minutes, qui était resté actif comme trauma après l'épisode. C'était un épisode assez violent pour elle, et ce qui était normal. Et donc, le corps a refait le mouvement et a déchargé cet épisode traumatique. En Belgique, j'ai eu un jour un policier qui avait dû abattre un agresseur. Quand on a mis en shaking, dans cette technique d'évacuation du stress corporel, le mouvement de dégainer, de tirer est revenu spontanément pendant plusieurs minutes, puis s'est détendu. Même chose avec un accident de voiture. La personne a refait un mouvement de décrocher sa ceinture qu'elle n'arrivait pas à décrocher avec son bras droit parce qu'il était blessé. Et le mouvement a été fait pendant plusieurs minutes, et puis s'est complètement dégagé, ce qui lui a permis d'ailleurs de reprendre l'autoroute qu'elle ne prenait plus depuis 7 ans, le jour même, hein, après une seule consultation. Un champion de tennis dont la raquette tombait de sa main quand il était trop sous pression, suite à un match où il avait dépassé ses capacités physiques. Et à chaque match tendu, le bras droit se reparalysait. Donc, on a pu utiliser la technique. Ça s'est paralysé et déparalysé pendant le shaking, pendant les tremblements, et ça n'est plus revenu par après. Donc, ce sont des techniques. Euh, il faut comprendre que si on fait que du dialogue, que du conversationnel, si on travaille sur des traumas, surtout complexes, avec blessure d'attachement, ce n'est pas suffisant. Si c'est un trauma simple, ça peut être suffisant. Si c'est un trauma complexe, c'est-à-dire des répétitions avec
y compris des blessures d'attachement, il faut travailler sur des approches complémentaires et en même temps. Donc l'attachement, ça, on avait déjà parlé, hein. Donc c'est vraiment la base de sécurité biologique. C'est vraiment essentiel pour notre développement et on doit travailler sur ça. Par exemple, on peut utiliser comme justement des interventions sur le reparentage, hein, donc visualisation au reparentage en stimulant des points, par exemple. On peut visualiser des figures parentales idéales, voilà, mais on peut aussi aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire désensibiliser les épisodes du passé par ce type de technique. Oui, ça c'est quelques références. Donc vous avez normalement, ben voilà, Shore, dont je parlais tout à l'heure, Siegel, à qui j'ai fait des cours, notamment sur le mindfulness et la psychothérapie, Bessel van der Kolk, qui j'ai également suivi des formations aux États-Unis. Voilà, et donc, et Score, dont on a pu traduire une partie des articles dans un de mes livres coécrits avec Brigitte Tansoul, donc EFT Clinique, notamment, vous retrouvez chez Nawal, au Centre Mohamedia. Voilà, je pense qu'on arrive tout doucement vers la fin de la présentation. Oui, peut-être parler quand même un peu du SEB. Le SEB, donc, c'est vraiment une technique qui est intégrative, où on va, en gros, il y a trois dimensions. On va travailler à la fois sur le cortex préfrontal, donc en lien avec la régulation et les sens. Donc, pourquoi? Parce qu'on va activer le cortex préfrontal. On va travailler sur le système limbique en désensibilisant les épisodes traumatiques. D'accord. Et on va recréer la sécurité des connexions affectives. Et on travaille toujours aussi sur le système nerveux autonome, le tronc cérébral, en désensibilisant les épisodes traumatiques de base, ce qui va nous permettre effectivement de remoduler, de restimuler les fonctions de survie, l'équilibre physiologique. Ça permet vraiment de retrouver un équilibre en travaillant notamment sur le réapprentissage du corps à la détente, sans que ça ne provoque une réaction de stress et de survie, ce qui se passe très souvent en thérapie quand vous commencez à détendre quelqu'un. Donc, si on n'utilise pas le corps, le système se détend, ça génère un mal-être parce qu'on est en manque de cortisol, en manque d'adrénaline et on va rechercher des situations stressantes pour retrouver des éléments qui nous semblent mieux contrôlés, alors qu'évidemment, cela reste toxique. Oups, pardon. Voilà. Donc, régulation du système nerveux, réparation neurophysiologique, et connexion corporelle et stabilité, comme on l'a déjà nommé juste avant. Et je vous remercie pour cette présentation. Donc, nous avons un temps de parole. Alors, est-ce qu'on donne des cours de TCC? Oui, il y a des cours de TCC qui peuvent être donnés. Mais c'est des TCC, donc on donne les bases, et après, c'est vraiment les TCC de troisième vague qu'on enseigne. Donc, notamment, voilà. Alors, je vois qu'il y a deux, trois questions. Alors, comment traiter le sommeil superficiel de l'hypervigilance? Ben donc, notamment, le shaking est une technique qui va être très aidante. Vérifier les réflexes de sécurité de base, donc réflexe de paralysie par la peur, le moro, et le réflexe de protection. Pourquoi? Parce que ce sont des réflexes qui vont générer une hypersensibilité à la lumière, au son, ou à certains touchers, saveurs, odeurs, des phases de grande activité suivies de grand épuisement, l'hypervigilance, on est avec les traumas par exemple. Donc, on va aller nettoyer tout ça. Et puis après, on va aller réapprendre au corps à se détendre. Alors, je rappelle aussi que le sommeil, parfois, ça peut être en lien avec la lumière. Donc, il y a quand même un aspect aussi avec l'horloge biologique. Et donc, si la lumière est impliquée, il y a intérêt à faire de la luminothérapie automatiquement également pour soutenir le système. Je rappelle que les symptômes en lien avec le manque de lumière, et je rappelle que c'est la lumière au réveil, en prenant bien la même heure de réveil qui vont être importants. Donc, c'est par exemple difficulté à se réveiller le matin, on est encore dans le gaz, coups de pompe en journée qui peuvent être violents, avance de phase, c'est-à-dire qu'on s'endort un peu trop tôt, difficulté à aller se coucher, réveil pendant la nuit, difficulté à se rendormir, irritabilité, saute d'humeur, problème de concentration, problème de mémorisation, libido dans les chaussettes, tristesse de fond qui peut être accentuée en automne et en hiver parce qu'il y a moins de lumière, tous les états dépressifs et les règles douloureuses pour les femmes. S'il y a trois ou quatre symptômes nommés qui sont présents, la lumière est d'office impliquée, donc ça peut être vraiment intéressant de stimuler par la lumière. En gros, la lumière va stimuler des cellules dans les yeux qui s'appellent les mélanopsines, qui capturent la lumière et qui transforment l'information
au niveau du système endocrinien notamment, et vont booster la sérotonine, mais vont aussi stabiliser la mélatonine, pardon, qui est l'hormone du sommeil. Je rappelle que l'hormone du sommeil, elle apparaît dès le matin et elle monte progressivement au fur et à mesure de la journée. En gros, toutes les heures et demie, 2 heures, il y a un passage de train du sommeil et le fait qu'il passe hein, augmente le taux de mélatonine dans notre corps et donc le soir, effectivement, à un moment donné, quand le train passe, il y a une augmentation supplémentaire. C'est une aide à l'endormissement, puis ça redescend. Donc, si ce n'est pas cadré correctement, vous avez des montagnes russes. Donc, parfois, le matin, vous avez encore trop de mélatonine. Du coup, on a du mal à lancer la machine. Et parfois, pendant la nuit, vous vous réveillez, il n'y a plus assez de mélatonine et vous avez du mal à vous rendormir, etc., etc. Donc, ça, c'est un élément important. Beaucoup de patients souffrent de traumas complexes, ont une amnésie traumatique, oublient des parties de leur histoire. Trauma impacte la mémoire implicite, comment les protocoles. Alors oui, c'est assez facile en réalité parce que donc, dans les techniques, Myriam, merci pour ta question. Dans les techniques pour accéder, mais justement, on va utiliser la simulation des points d'acupression fait que nous descendons naturellement dans des réseaux de souvenirs et que les réseaux souvent remontent d'eux-mêmes sans forcer le système du patient, ça c'est important. Et quand on combine par exemple le shaking avec le tapping, on a des résultats encore plus importants parce que le corps va nous montrer qu'il y a effectivement un problème. Parfois, par exemple, quand je travaille sur des doutes de trauma type abus, euh, eh bien, on va représenter, par exemple, une période de temps par un objet ou par un symbole ou par une image, et on va simplement mettre la personne en shaking, donc ce tremblement spontané. Enfin, il y a des techniques pour reprovoquer le tremblement. C'est comme après un choc émotionnel, hein, c'est ça l'idée générale. Et donc, on va chercher, bon, je vais arrêter le partage parce que ça sert à rien, je le laisse. Voilà, hop. Et donc, on va restimuler comment dire, le corps pour provoquer le tremblement spontané et on va évoquer les sujets, soit les événements si on les connaît, soit une période de temps et on voit comment le corps réagit. C'est assez impressionnant hein, parce que le tremblement va augmenter instantanément s'il y a bien un réseau de souvenirs actif. Après, en fonction de ce que l'on sait, soit le souvenir va revenir par bribes ou va remonter à la surface. Et donc, ça va nous permettre de le désensibiliser encore plus précisément, ou sinon, à nouveau, par les mêmes techniques, on va simplement s'adresser à l'épisode traumatique en tant que tel, la représentation qu'en a la personne. Et cette représentation va faire qu'on va désensibiliser ce qui se cache derrière, même si l'inconscient n'a pas voulu donner l'accès, souvent pour des questions de protection de la personne, ou parfois aussi d'alliance thérapeutique, hein, qui n'est pas encore assez construite. Et parfois, du coup, des parties contrôle cherchent à ne pas donner l'information, etc. Mais donc, on sait travailler ça assez facilement. Je fais ça presque tous les jours. Donc, voilà. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que j'avais répondu à tout. Je vais quand même juste vérifier quelque chose ici pour voir si c'était bien ça ou si je me suis trompé. Mais attendez, hop. Est-ce que c'est ici? Oui. Hop, hop, hop. Voilà, je voulais juste vérifier. Voilà. Donc, hop. Oui, 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 oui. Alors, oui, voilà, ok. Donc, voilà. Donc, c'était pour répondre à la thérapie dialectique comportementale, la dialectico-comportementale. Donc, voilà. Donc, il y a effectivement mindfulness, tolérance détresse, régulation émotionnelle, efficacité, etc. Donc c'est bien ce que je disais. Donc, c'est des techniques qui sont intéressantes, mais tu as intérêt, si tu utilises ces techniques, je t'invite vraiment à faire la stimulation du bord des doigts en même temps pour qu'il y ait une stimulation vraiment sur le système vagal parce que sinon, tu vas rester, les parties mentales ou contrôle risquent de rester vraiment en arrière-fond, c'est-à-dire que tu vas obtenir un gain par rapport à la désensibilisation, mais il y a une couche qui ne sera pas atteinte parce que ça fait partie de ce qu'on appelle le self-like, donc c'est vraiment une part très contrôlante, quand il y a des blessures d'attachement en tout cas, qui est apparue souvent avant nos 3 ans, c'est-à-dire avant nos mémoires identitaires. Et donc, cette part-là, si tu restes dans une conversation classique, et même en mindfulness,
tu ne l'atteindras pas. Parce que, hélas, dans nos contrées, hein, donc je parle ici en Occident, en Orient, au Maroc, etc., les enseignements du mindfulness sont souvent un peu occidentalisés, c'est-à-dire qu'on nous invite à faire 5 minutes, puis 10 minutes, puis un quart d'heure, puis 20 minutes, puis une demi-heure, et puis des méditations un peu plus longues. Mais souvent, donc, la posture n'est pas tout à fait juste. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une posture où une part de nous dit, je dois faire ma méditation, et pas je le fais par plaisir, mais je le fais parce que je dois, pour un petit peu, on va dire, conditionner mon système à faire cette méditation. Alors, en Asie, évidemment, ça fonctionne très bien parce ils sont baignés dans une culture qui est de cet ordre-là. C'est naturel, mais chez nous, pas du tout. Chez nous, on a quand même toutes ces injonctions de tu dois, il faut, qui sont présentes. Et donc, souvent, ça va venir réactiver des traumas. À nouveau, s'il y a des traumas simples, il n'y a aucun souci. Mais s'il y a des traumas complexes et qui sont en lien avec une blessure d'attachement, là, c'est la porte ouverte au problème. Quand j'enseigne le mindfulness, par exemple, j'explique bien la différence, qu'il faut que ça vienne du cœur et pas justement de je dois ou il faut. Et donc, si tu fais ça, là, il n'y a pas de souci. Mais l'idéal, c'est de tenir, par exemple, le bord d'un des doigts, hein, stimuler un point d'acupression, parce que tu le tiens tout simplement et après, tu t'en occupes plus. Mais tu auras un bénéfice secondaire si tu fais ça, parce que là, tu vas activer tout ton système parasympathique. Et donc, ça va permettre au corps de lâcher des tensions beaucoup plus facilement que si tu restes juste dans l'observation de ce qui se passe sans chercher à analyser ce qui se passe. Ça sera plus compliqué de faire comme ça que de la façon dont je l'enseigne notamment ou dont on l'enseigne dans les thérapies, dans le mindfulness compassionnel, par exemple. Merci Nawal de rappeler les dates. Oui, donc moi je serai à Mohamedia pour ceux que ça intéresserait. Je vais donner des formations entre le 8 et le 20 avril. Donc j'arrive le 7, je repars le 21. Il y a aussi possibilité de faire des sessions avec moi si vous avez envie de tester les outils. Donc je suis présent, c'est Nawal qui gère tout ça. Donc vous Oui. pouvez la Euh, contacter. je vais partager le contact pour les personnes intéressées, soit par les formations, soit par les consultations. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, il y a encore des petites questions que je réponds. Donc, comment expliquer qu'une personne ne se rappelle pas de son enfant jusqu'à 10 ans? Là, Yasmine, c'est parce qu'il y a des traumas, justement. Ouais. Donc, c'est un mécanisme de, de dissociation et donc c'est une amnésie traumatique, probablement, à vérifier. Mais là, on peut réaccéder, notamment par les techniques que j'ai évoquées pendant cette conférence. Ça nous permet de repérer ça. Euh, voilà. Ah ben voilà, il y a Noah qui a répondu en dessous. Merci Noah. Donc, donc c'est bien. J'ai une assistante, c'est bien. Donc, pour le trauma qui date avant le développement de la parole, le trauma somatique du bébé, oui, bien sûr. Donc, justement, par exemple, les techniques comme le shaking, c'est des techniques que j'ai enseignées à mes propres enfants dès leurs 4 ans. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous verrez, vous tapez TRE, vous tapez shaking. TRE, vous verrez ma fille quand elle a 4 ans. Elle a bien grandi maintenant. Elle va d'ailleurs démarrer psycho dans quelques mois. Et donc, ça a été mis avec son autorisation, hein, bien sûr. Et donc, vous allez voir, elle travaille, elle trempe toute seule et ça aide vraiment beaucoup les gens à évacuer. Donc, on peut accéder à des réseaux de souvenirs de cette façon-là. Euh, oui, alors tout ça, ça se combine avec l'hypnose, bien sûr. Donc, oui, sans aucun souci. En gros, ces techniques se combinent avec toutes vos approches déjà présentes, mais vous allez parfois comprendre que vous n'avez peut-être plus nécessairement envie de faire les anciennes approches, mais vous pouvez combiner les deux et vous restez dans une zone qui vous convient, mais ça va être très aidant pour le patient. Alors attendez, qu'est-ce qu'il y a encore une question? Donc ça, c'est mécanisme de défense. Simulation du bord du doigt, c'est vraiment le tapping. Donc ça, fait partie des techniques qu'on enseigne avec le EFT clinique, RIMAP, etc. Donc c'est la stimulation de points d'acupression qui vont activer le système parasympathique, alors que le réseau de souvenirs te branche sur le système sympathique. C'est un peu comme si ton cerveau te branche sur l'accélérateur et donc voilà, tu montes dans les émotions. Et la stimulation des points, et il y a des façons de stimuler les points, des vitesses, des techniques différentes. Ça va permettre d'appuyer sur le frein, si tu veux. Donc ça va ralentir. Le moteur peut hurler, mais tu vas ralentir. Et à un moment donné, tu vas casser le conditionnement et retraiter l'information, comme un EMDR, par exemple. TRE, oui, c'est TRE ou shaking, hein, mais donc ça dépend ce qu'on fait.
Sophrologie, c'est une sorte d'hypnose plus légère, donc c'est intéressant pour autonomiser le patient à se détendre. Mais les techniques, quand on fait de la sophro ou de l'hypnose, je stimule toujours le bord d'un des doigts pour les mêmes raisons. C'est que là, c'est un impact direct sur le système vagal. Et donc, tu auras des ancrages plus importants et des détentes plus rapides. En gros, ça accélère les processus. Mais j'utilise aussi ces techniques, hein, bien sûr. Voilà. Et je pense que j'ai répondu à toutes les questions jusqu'à présent. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des dernières questions? Sinon, je vais vous libérer et vous remercier de votre participation. Merci d'avoir de ton invitation aussi. Merci à toi, Yves. Je voulais Ah, rajouter, moi, j'étais en attends, séance avec toi. attends. Non, vas-y, Noël, excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y. Oui. Donc, en séance avec toi, j'étais travailler des traumas. Euh, ce que, ce qui fait la différence, c'est que le travail par ces techniques psychocorporelles permet de travailler dans un environnement écologique. C'est-à-dire, tu ne vais pas, comme le cas dans l'EMDR, un état de transe, des souvenirs qui sont vraiment, qui je sais pas, qui torturent le patient. Donc, c'est complètement différent. On fait ça, on travaille sur la chose, mais d'une manière soft. Alors, oui, sauf, ça veut dire que c'est vraiment écologique, c'est qu'effectivement, Oui, on n'a pas besoin de la même intensité de reconnexion avec le réseau traumatique pour oui, obtenir les résultats que j'aurais, par exemple, en EMDR. J'aurais les mêmes résultats, mais je n'ai pas besoin de la même puissance de l'émotion. oui, Donc, c'est beaucoup plus doux pour le patient. Alors, je voudrais oui, répondre à Myriam parce que ta question était une très bonne question. Donc, concernant la révolution des neurosciences, comment la plasticité cérébrale, compris du tel spécifiquement, à prévenir les rechutes émotionnelles chez les patients traumatisés sur le long terme, mais en gros parce que justement, quand tu travailles avec ce type de technique, tu recrées des connexions neurologiques telles qu'elles auraient dû l'être dans un environnement sécure, et donc la personne n'a plus d'activation du tout. Le souvenir, il est éradiqué et ne peut pas revenir. Donc c'est une grosse différence, par exemple, par rapport à l'hypnose. L'hypnose, on peut isoler, mais en fonction des techniques, si tu fais par exemple de la réinscription d'histoire de vie, où tu modifies l'histoire, ben, en arrière-plan, le trauma, il est quand même présent. Alors, il est plus accessible normalement, mais parfois, suite à certains chocs, il pourrait revenir. Ici, comme en EMDR, par exemple, donc ce qu'on appelle vraiment les BMSA, Bifocal Multisensory Activation, toutes ces techniques dont fait partie le Self-Emotional Balancing, le tapping, ce sont des techniques où on va vraiment désensibiliser complètement les mémoires au niveau de l'hippocampe, au niveau des amygdales, et donc il y a une modification. On observe que l'amygdale, par exemple, si elle est atrophiée ou hypertrophiée, retrouve y compris sa taille normale, comme s'il n'y avait pas eu de trauma par ce type de travail et de technique. D'accord? Donc, c'est vraiment important. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Il faut le fermer, s'il vous plaît. Voilà, c'est Docteur Nour, je le coupe. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment important de comprendre que cette plasticité, cette reconstruction des bonnes connexions neurologiques font qu'il n'y a plus de possibilité de rechuter. Ça peut prendre du temps parce que réparer la blessure d'attachement, qui est souvent derrière tout ça, c'est vraiment aller reconstruire ce que nous n'avons pas reçu quand nous étions enfants. Ce n'est pas uniquement désensibiliser le trauma qu'il faut faire, c'est aussi reconstruire notre capacité à avoir une réelle estime de soi qui va ramener une réelle confiance en soi, qui elle-même va nous permettre d'avoir une affirmation de soi, c'est prendre notre place. Hein. Dans beaucoup de thérapies, on s'arrête à la notion de désensibilisation. Dans certaines thérapies comme le MDR et les autres techniques dont j'ai parlé, il y a aussi un retraitement de l'information, donc on ne voit plus la situation de la même manière, mais il y a très peu de techniques qui s'occupent de la blessure d'attachement avec la réparation de la blessure d'attachement, et ça vient par l'autocompassion. Donc c'est vraiment notre capacité aujourd'hui en tant qu'adulte à m'aimer spontanément, avec bienveillance, bientraitance, tel que j'aurais dû être aimé par les adultes à l'époque, dès mon enfance, et que je n'ai pas eu la chance de vivre suffisamment ou qui ont été parfois désactivés à cause d'épisodes traumatiques qui m'ont fait régresser. Donc c'est vraiment ça, une thérapie, elle doit tenir compte de cet ensemble-là. C'est pas uniquement désensibiliser le trauma, mais c'est aussi reconstruire
ce qui n'a pas pu se construire correctement, que ce soit à travers les réflexes archaïques, c'est-à-dire les connexions neurologiques idéales. Hein. J'ai vu qu'il y avait un étudiant en psychomote. Effectivement, je te conseille vraiment d'approfondir les réflexes. Ils sont de plus en plus enseignés en psychomote, en logopédie, orthophoniste en France, etc. Et même pour la gestion des traumas, parce que c'est important. Et puis, la partie réparatrice par l'autocompassion. Et c'est là qu'il y a un enjeu dans beaucoup de thérapies. Voilà. Je pense que j'ai répondu à tout. Ah non, attendez, je rejoins la question de c'est les résultats pour une personne qui a été paralysée sur plus de 2 ans. Oui, donc c'est la même chose. Maintenant, il faut voir les aspects mécaniques. Hein. Ça, il y a des aspects peut-être médicaux, ça, c'est les médecins. Mais toute la partie émotionnelle peut être traitée. Et effectivement, sur des gens qui, parfois, étaient paralysés, je l'ai nommé tout à l'heure, hein, des AVC, la personne ne marchait plus du tout, c'était très compliqué. Elle remarche. Ou d'autres techniques, des paralysies qui sont là, des parasthésies qui sont là, qui disparaissent dans leur aspect émotionnel et donc qui remobilisent les choses, etc. Parfois, ce n'est pas un chemin unique, hein. Parfois c'est multifactoriel et donc il faut bien explorer tous les facteurs. Voilà, neurofeedback dans la prise en charge des traumatismes. Alors, le neurofeedback, c'est bon, ça c'est un petit peu compliqué parce que euh, c'est pas le neurofeedback qui va réparer un trauma, ça tu oublies. Un trauma simple peut-être, trauma complexe et blessure d'attachement, jamais. C'est pas suffisant. Par contre, il peut faciliter par la réorganisation des deux hémisphères, notamment du coup de la gestion des émotions, il peut faciliter certaines digestions de trauma. Par exemple, une application que je conseille, c'est lorsqu'on a affaire à des enfants qui sont un peu TD, bon, pas nécessairement TDAH, mais qui sont plutôt HP au potentiel intellectuel, eh bien, parfois, ça peut leur permettre de mieux réguler leurs émotions. Et après, le reste doit quand même être vérifié. Hein. Mais donc ça peut avoir une action directe. Donc c'est quelque chose que j'aime bien, mais je ne conseille pas. Il ne faut pas croire que ça sera la magie sur le travail sur un trauma complexe et des blessures d'attachement. Non, ça pourra amener peut-être une amélioration, mais certainement pas une guérison complète. Nawal peut en être le témoin parce qu'elle en a fait un paquet de sessions. Et donc, enfin, et d'autres patients qu'on connaît, ça, c'est pas la panacée universelle. Mais ça a son intérêt J'ai pour fait réguler 35. certaines émotions. 37 J'ai fait sessions de fait. 35 sessions. Ok, voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Il n'y a pas d'âge pour réparer les choses. Donc, pour les 80 ans, j'expliquais tout à l'heure, j'ai eu une patiente de 93 ans, ça c'est ma doyenne, hein, 93 ans. Voilà. Et effectivement, on a pu l'aider, etc. Donc, ça a pu fonctionner. Voilà. S'il n'y a plus de questions, je vous remercie. Et puis, ben, Merci beaucoup, le Yves. prochaine C'est conférence, le 12 mars. La prochaine sur les conférence. addictions. Et sur les Oui. addictions, je pense, c'est ça. Non, c'est pas sur les addictions, mais c'est sur l'impact des troubles de l'attention dans le milieu professionnel. Ah, ok, d'accord. Et les addictions, Ok. alors, c'est la suivante. Oui, c'est la Ok, dernière. d'accord. Ok, ça va, parfait. OK. Donc, le même lien de Zoom, la même heure, 21 heures Maroc, le 12 mars, Inch'Allah. Voilà. Merci Bon. beaucoup pour Et- votre attention. Merci Yves. Tu veux rajouter quelque chose? oui, j'allais dire, pour moi, il est presque minuit. Oui, Donc, oui, oui, je vois. et la femme du boutier va s'en aller de porte en porte pour chercher son mari tyrolien. Ok. L'autocompassion, ça fait partie vraiment ça fait partie d'un accompagnement euh, parce que voilà, ça pourrait faire partie d'une conférence à elle-même. Hein. C'est pas, je peux pas l'expliquer Oui, en 2 minutes, mais l'autocompassion, c'est vraiment notre capacité euh, à nous reconnecter avec l'espace qu'on appelle le self, qui est vraiment l'espace spontané de l'enfant, où il va découvrir le monde avec curiosité, empathie, compassion spontanée, etc. Donc, c'est vraiment notre capacité à nous aimer en tant qu'adulte et être bienveillant en tant qu'adulte. Et oui. donc là, il y a plein de techniques. Il y a des techniques qu'on accomplit, qu'on donne régulièrement, notamment chez Nawal. Par exemple, on a donné dernièrement une méditation. C'était 2 ou 3 jours de méditation compassionnelle, hein, avec toutes des techniques d'accompagnement de la compassion, où il y a parfois la formation sur les blessures d'attachement aussi.
qui permet Mhm. d'apprendre aussi l'autocompassion. Donc là, il y a toute une série de matériel et de choses. Alors, peut-être dernière question, est-ce que retrouver son enfant intérieur, ça, alors là, Tifa, ça c'est une question très intéressante, mais ça c'est typiquement, ça fait partie souvent des enseignements qui viennent du développement personnel. Il faut comprendre que retrouver son enfant intérieur, il y a une mythologie qui existe dans le développement personnel, c'est qu'on garde notre enfant intérieur toute notre vie. Alors, ça c'est faux. Si on répare les blessures d'attachement et les traumas complexes associés souvent, l'enfant intérieur, il grandit. Il devient un ado intérieur et puis après un adulte intérieur. Par contre, il garde les qualités de l'enfant intérieur, donc la curiosité, la créativité, etc. Et donc, il faut faire attention parce que dans certains mouvements de développement personnel, on entretient l'idée qu'on garde un enfant intérieur toute notre vie. Ça veut dire qu'on ne serait pas mature. C'est faux, hein. Donc, il faut faire attention parce que ça peut générer des croyances qui vont amener des croyances qu'on ne peut pas guérir complètement des traumas, par exemple, ce qui n'est pas la réalité. Ça peut prendre du temps parfois. Parfois, il faut chercher le chemin exact, mais on peut sortir complètement de ça. Par contre, dire, cultiver les qualités de l'enfant intérieur qui est devenu un adulte, ça, c'est tout à fait normal. Et ça, on le fait notamment dans les approches comme Self-Emotional Balancing, où on va travailler surtout sur beaucoup aussi sur la compassion, justement, et l'autocompassion. Voilà. Bien. Je voulais rajouter, Yves, pour Oui, la pardon. personne qui a demandé sur l'autocompassion, il y a des exercices sur la chaîne YouTube de Yves. Voilà. Mais ça vaut la peine de faire, si vous ne savez pas du tout, vous pouvez essayer déjà avec ça. C'est fait pour vous Oui. autonomiser, mais pensez aussi aux formations ou aux pratiques, hein, parce que donc il y a parfois des journées de pratique sur ça. Il suffit de Mhm. demander à Nawal, lui signaler, il y a des gens qui demandent régulièrement, et alors Bien sûr. on bloque une journée ou 2 journées de pratique Oui, bien sûr. spécifique et ça accélère le processus. Parce que là, vous n'êtes pas livré à vous-même. Donc, Ouais. mais ça vous autonomise par après. Bien, je vous souhaite une belle soirée, Choukran. Et puis, Merci beaucoup, voilà. Yves. Et puis, Bonne nuit. bonne continuation dans le Ramadan. Et Merci. puis, à tout bientôt. Nawal, ça se rapproche. Inch'Allah. Dans un mois. Dans un mois, je Dans suis là. un mois. Oui, Voilà. c'est juste. Allez, prends soin de Oui. toi. Au revoir. Au revoir. Bye bye. 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 Hop, hop. Voilà. Merci à tout le monde. Et je coupe ici. Voilà. Hop.